permet de vous souhaiter bonjour pour la deuxième journée en transition avec Gilles qui lance la deuxième journée. Et donc on commence par une table ronde qui s'appelle le regard croisé avec deux universités étrangères. Donc évidemment sur l'élaboration et l'exact de leur stratégie liée à l'internationalisation. Et comme on doit tenir le chrono et qu'on a ces deux présentations suivies d'échanges, je vais tout de suite présenter, Denis présentera Anne, Jacques Frémont, qui va démarrer la première présentation, donc qui est recteur et vice-chancelier de l'Université d'Ottawa, au Canada, Ontario. Donc Jacques a été auparavant assumé différents postes, dont la présidence de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, la direction de l'International Higher Education Support Programme auprès des Open Society Foundation à New York. Tu as aussi occupé diverses fonctions à l'Université de Montréal, donc tu connais plusieurs universités au Canada, celle de provost et vice-recteur aux affaires académiques, et tu as, par ton, je dirais, curriculum, été doyen de la faculté de droit, puisque c'est ton secteur, tu es professeur en droit. Personne n'étant parfait. C'est bien dit. En droit constitutionnel et droit de la personne. Et en parallèle, tout au long de ta carrière, il y a eu nombre d'organismes internationaux qui ont fait appel à ton expertise sur l'ensemble de ces domaines pour des questions touchant notamment, on l'a vu sur la commission aux droits de la personne, mais aussi, et je pense que c'est un point important et qui n'est pas sans lien avec l'internationalisation et avec tout ce qui se passe en France aujourd'hui comme modification de structure, à la saine gouvernance et à la démocratie. Donc je trouve que ce sont des points fortement intéressants, peut-être pas au cœur au niveau international, mais qui sont en lien aujourd'hui aussi avec les stratégies et les évolutions de nos universités. Denis, je te laisse pour présenter, puis comme ça on enchaîne les exposés. Eh bien, merci Sylvie, ça a été formidable et merveilleux. Donc, en ce qui concerne Anne qui est avec nous, qui est rectrice de l'université Stendhal. D'ailleurs, nous avons réalisé hier soir des photographies avec Lise, puisque nous avons également une université Stendhal, enfin nous avions plutôt l'université Stendhal en France, puisque Henri Beyle est né à Grenoble, finalement, et donc de Magdebourg. Qui a réalisé ses études donc dès son plus jeune âge, finalement, des deux côtés de la frontière, côté français et côté allemand. Donc là derrière, il y a toute cette question qu'on retrouve d'ailleurs au Canada du bilinguisme, du plurilinguisme, sur lequel elle pourra s'exprimer, d'autant plus qu'il s'agit de sa spécialité académique par ailleurs. Donc elle occupe ces fonctions-là donc depuis 2014, après avoir été vice-présidente, et puis ensuite donc rectrice. Elle a été réélue d'ailleurs dans ses fonctions en 2018. Elle occupe des responsabilités nationales dans ces questions de l'internationalisation au sein de l'équivalent de la CPU, donc allemande. Donc c'est un sujet qui lui tient tout particulièrement à cœur. Et puis, dans le cadre allemand qui est le sien, nous en avons parlé avec elle hier soir, il y a eu toute la question des réfugiés qui s'est posée là il y a quelques années en arrière avec une très profonde acuité. Et à partir de cette expérience allemande, je crois que nous autres, en France, nous avons beaucoup également à entendre d'elle. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, dans son exposé que vous allez entendre, elle a bien pris soin de présenter à la fois le cadre national, le cadre régional et ensuite le cas de son université. Donc c'est extrêmement intéressant puisque comme un certain nombre d'intervenants ont pu nous le faire remarquer hier, les réalités sont souvent beaucoup plus complexes qu'une simple réalité nationale qui est là derrière. Donc merci à nos deux intervenants de nous avoir rejoints aujourd'hui et donc de nous faire profiter de leur savoir. Bonjour à tout le monde, bonjour chers collègues, quel plaisir d'être en votre présence. Je constate que les réunions de présidents d'université, ça ressemble à celles au Canada. Il y a un aspect, je pense, d'être entre nous très thérapeutique. Des gens qui vivent la même expérience, souvent en souffrant seuls, dans leur bureau et parfois en quelques mots, on se rend compte que les réalités sont les mêmes d'une université à l'autre et d'un pays à l'autre. Merci de l'invitation. J'aurais peut-être dû ajouter dans
dans les notes biographiques que je suis aussi président du comité des affaires internationales de Université Canada. Université Canada regroupe les 98 universités canadiennes de toute taille d'un bout à l'autre du pays. Je mentionnerai aussi tout à l'heure, quand on parlera plus spécifiquement de l'Université d'Ottawa, nous sommes membres de ce qu'on appelle le U15, qui sont les 15 universités intensives de recherche au Canada. Et ce que je vais dire au sujet de la recherche, c'est vrai aussi pour toutes les universités du U15, donc ce n'est pas spécifique à l'Université d'Ottawa. Donc, un exposé peut-être en deux parties. Dans la première partie, tout simplement, parler du Canada de façon générale, des défis de l'internationalisation au Canada. Et ensuite, on verra comment ça se traduit à l'Université d'Ottawa. Donc, évidemment, le Canada, tout comme l'Allemagne, est un pays fédéral. Les universités, vous devez le savoir, relèvent, c'est important parce que ça teinte la discussion, relèvent des provinces. Donc, au Québec, les universités québécoises relèvent du gouvernement du Québec. Moi, en Ontario, je relève du gouvernement ontarien, etc. Donc, le gouvernement fédéral canadien, lui, essaie d'intervenir, de travailler avec les universités, mais il n'y a pas une juridiction directe. Il ne peut pas influencer. Le ministre fédéral ne peut pas dire aux universités, vous allez faire ça. Alors donc, le fédéral intervient, vous allez le voir, de toutes sortes de façons. L'internationalisation de l'enseignement supérieur, un peu comme chez vous. Il y a 15 ans, lorsque je m'y intéressais, je m'y intéresse depuis longtemps, les gens se disaient, bon, c'est un peu du luxe, c'est un peu club de voyage, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça s'est accéléré depuis, et je dirais depuis 12 mois au Canada. L'international, dans nos réunions du U15, donc des présidents des universités intensives de recherche, prend au moins 40 de notre temps. Et dans l'Université Canada, au moins 50 des colloques, et vous allez comprendre pourquoi, sont consacrés à l'international. Quelques histoires peut-être à vous conter. Il y a un an à peu près, notre ministre des Affaires étrangères, Mme Friedland, a tweeté, sans doute sous l'influence du président Trump, maintenant on fait de la politique internationale par tweet, a tweeté pour dénoncer la situation des droits de la personne en Arabie saoudite. Un tweet parmi tant d'autres. Mais le prince saoudien est devenu carrément furieux. Il a ordonné à son gouvernement de boycotter le Canada. Bon. Les relations économiques entre l'Arabie saoudite et le Canada, ce n'est pas exactement la même chose qu'avec les États-Unis ou l'Europe. Mais une des conséquences, c'est que le gouvernement saoudien a rappelé tous les étudiants saoudiens qui étaient au Canada. Il faut savoir que 60 des médecins en Arabie saoudite ont été formés au Canada et ont leur licence de pratique au Canada. Nous avions à l'Université d'Ottawa une centaine de résidents, de médecins en formation. Nous avions 125 PhD, surtout dans le domaine du génie, et 25 étudiants de premier cycle. Et donc, du jour au lendemain, ils ont reçu l'ordre, 15 jours pour quitter le Canada. Ça a eu un impact, moi, sur mon université, de 8 millions de dollars que j'ai perdu comme ça, pouf, à cause d'un tweet. L'Université McGill, l'Université de Toronto, où il y avait encore plus de médecins en résidence, ont perdu encore davantage d'argent. Comme note, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont retourné tout le monde, finalement, par la suite, parce qu'il n'y a aucune université étrangère qui a accepté de les prendre à pied levé. Alors, les Australiens surveillaient. Il y a quelques établissements australiens qui ont failli prendre nos PhD, mais finalement, ils se sont dit, c'est pas une bonne idée. Alors, les PhD sont tous revenus par la porte d'en arrière. On les complète. Les médecins ont complété leur résidence. Donc, je n'ai pas perdu 8 millions de dollars, mais pour l'avenir, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'étudiants saoudiens qui viennent au Canada actuellement. Alors, ça a été un réveil pour les présidents d'universités et pour les universités canadiennes en se disant, bon Dieu, on est devenu au cœur d'incidents géopolitiques et on est pris en otage comme établissement. Mais c'est rien.
c'est rien. Ça n'était qu'un signe avant-coureur de ce qui s'en venait. Et depuis un an, nous avons, et vous voyez le cas de la Chine et de l'affaire Huawei au Canada, il faut que vous sachiez que, vous le savez, qu'il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Au cœur de cette guerre commerciale, la compagnie Huawei qui est un acteur qui a des années, au plan technologique, des années en avance sur les compagnies de l'Ouest par rapport notamment à la technologie du 5G. Huawei a été banni des États-Unis complètement et la question est de savoir s'il va être banni du Canada. Lorsque Huawei a été banni des États-Unis, les Américains ont lancé un mandat d'arrêt contre la vice-présidente de Huawei, supposément pour fraude internationale. Et la dame a une maison à Vancouver, une maison de 6 millions de dollars, une espèce de château extraordinaire. Lorsqu'elle est venue à Vancouver, elle s'est présentée à l'aéroport, le mandat d'arrestation internationale a été exécuté par les Canadiens. Et les Américains ont demandé qu'elle soit déportée aux États-Unis pour être jugée. Et là, l'État chinois est devenu carrément très agressif. On dit au Canada que c'était une arrestation illégale, qu'il fallait absolument relâcher la dame. La dame, maintenant, est relâchée. Elle est sous surveillance dans sa maison de 6 millions de dollars. Et donc, ça a fait des tensions absolument hallucinantes entre la Chine et le Canada à cause des Américains. Et M. Trump, avec sa délicatesse habituelle, a dit « Bon, ben écoutez, on pourra toujours voir, peut-être qu'on pourrait la relâcher. Il faut voir. Hein. » Il a laissé entendre c'est pour une guerre commerciale que ça a été fait et non pas pour des motifs de fraude. Alors, le Canada s'est trouvé coincé et depuis, et je lisais d'ailleurs dans Le Monde d'hier ou de ce matin, qu'il y a un universitaire australien qui est détenu en otage. Nous avons 2 otages canadiens qui ont été pris carrément par le gouvernement chinois, qui ne s'en cachent même pas, détenus sans aucune restreinte en Chine. Et on se retrouve dans une situation où les universités canadiennes, parce que ça a une pertinence pour les universités, Huawei s'est retiré, donc, la compagnie des États-Unis. C'est une compagnie, vous le savez peut-être, à Ottawa, par exemple, à l'ouest d'Ottawa, il y a le Silicon Valley, deuxième le plus important au Canada. La première zone technologique, c'est Toronto. La deuxième zone, c'est Ottawa. La troisième, c'est Montréal. En termes de technologie de l'information, le siège de Huawei est à Ottawa. Et encore la semaine dernière, on a eu une offre de plusieurs millions de dollars, Huawei qui veut investir dans la recherche en milieu universitaire. Et Huawei fait des offres semblables aux grandes universités de recherche. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette demande de Huawei, cette offre de plusieurs millions de dollars, alors que d'autre part, mes chercheurs ont des contrats aussi avec les gouvernements américains, avec le NIH, avec la NASA, avec la défense américaine. Et là, vous voyez qu'on s'en va vers une situation où le gouvernement canadien ne prend pas position sur le 5G. On ne sait pas si Huawei va avoir l'autorisation ou non de participer au 5G au Canada. Mais d'autre part, on se retrouve dans une situation où, si on accepte les contrats avec Huawei, on va perdre les contrats avec les Américains. Alors, je peux vous dire que la situation n'est pas facile. Je pense que le consensus au niveau du 15 actuellement, c'est que nous ne sommes pas dans la business commerciale, nous sommes dans la business de la recherche. Nos chercheurs, de toute façon, vont publier leurs résultats. Ce n'est pas Huawei qui va partir avec. Et donc, probablement qu'on va prendre la position de continuer à faire affaire avec Huawei, tant et aussi longtemps que le gouvernement canadien ne nous en empêchera pas. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu au U15 la visite du directeur du contre-espionnage canadien et de son équipe qui nous a dit « Vos campus sont complètement envahis par des espions. »
ils nous ont expliqué que chaque étudiant chinois est un espion potentiel à cause d'une loi que la Chine a passée il y a 2 ans. Vous en avez sans doute entendu parler. Et donc, chaque ressortissant chinois, si l'État chinois lui demande, doit livrer l'information qui lui est demandée. Et ils disent non seulement il se peut qu'il y ait, il y en a, nous les connaissons, vous devriez être beaucoup plus prudent que vous ne l'êtes sur vos campus avec les étudiants chinois. Ils ont même décrit les patterns par lesquels les étudiants chinois rentrent dans nos équipes et dans lesquels ils s'approprieraient l'information de façon systématique et ça serait relayé en Chine. Encore une fois, un immense problème parce que le gouvernement canadien nous dit non, non, vous pouvez continuer à faire affaire avec les Chinois, il n'y a pas de problème, mais le contre-espionnage nous dit, bien, attention, vous êtes dans des difficultés. Pour vous donner un exemple, ils sont venus sur mon campus. Contre-espionnage est l'agence des communications du gouvernement canadien qui écoute toutes les conversations des Canadiens. On vit dans un monde vraiment. Et ils sont venus l'autre jour et ils ont dit à mes équipes techniques, ils ont dit, ah, le 23 mars dernier, vous avez été l'objet d'une attaque, d'une cyberattaque. Alors là, au moment, on a dit, oui, oui, tout à fait, ça a pris 6 heures et puis on a contré l'attaque et puis on l'a repoussée. Alors, ils nous ont dit, écoutez, c'est une attaque qui venait d'un gouvernement étranger, du sud-est asiatique. On ne nous a pas précisé le pays. Vous pensez que vous avez repoussé l'attaque, mais nous, on pense que vous avez encore il y a des éléments de cette attaque dans votre système. Et là, ils ont dit, vous devriez, on va travailler avec vous, si vous voulez bien, à vous protéger et repousser de telles attaques. Évidemment, se pose la question de la liberté académique. Le président de l'université qui descend dans un labo de chercheurs et qui explique, écoute, on a une idée, on va travailler avec l'agence de contre-espionnage du gouvernement canadien pour t'aider dans tes bases de données. Alors, comme s'il y a uniquement les Chinois qui étaient intéressés dans les bases de données, mais comme si, de toute façon, les Chinois, les Russes et les Canadiens n'ont pas déjà accès à nos bases de données. Alors on se retrouve dans une situation de pression extrême, de gouvernements qui ne prennent pas leurs responsabilités, mais je vous assure que dans les bureaux des présidents, dans les bureaux des vice-présidents, au quotidien, actuellement, nos relations avec la Chine soulèvent beaucoup de questions. Et donc, au quotidien, ça demande une certaine gestion, je dirais, dynamique. Les étudiants étrangers, on a beaucoup parlé des étudiants à l'international, c'est pas uniquement, mais il y a beaucoup la mobilité étudiante. On a parlé beaucoup au Canada du Canada's Moment avec notre valeureux premier ministre que les femmes trouvent très beau. Alors, notre ami qui a remis un peu le Canada sur la carte, combiné à l'arrivée de M. Trump aux États-Unis, l'arrivée de Brexit, il y a vraiment des messages qui passent pour les étudiants étrangers qui sont à la recherche d'endroits où aller étudier. Et parmi ces messages, c'est « on n'est pas très bienvenus aux États-Unis ». L'Angleterre, ça va mal, il faut sortir de là. Et soudainement, le Canada, l'Australie était déjà beaucoup sur le radar, mais le Canada est devenu sur le radar depuis 3 ou 4 ans. Et vous allez voir les chiffres tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait dans nos études que les étudiants étrangers choisissent un pays plutôt qu'un autre? Il y a la question des coûts. Et on va se parler des coûts tout à l'heure. La concurrence internationale est très vive. Mon expérience, et vous le verrez tout à l'heure, les coûts ne sont pas véritablement la considération première. Ça coûte très cher au Canada, ça coûte encore plus cher aux États-Unis, ça coûte très peu cher en France, du moins ça coûtait jusqu'à récemment. En Allemagne, ça coûte très peu cher. Il n'y a pas un accroissement massif de la mobilité étudiante vers les pays où c'est pas peu cher. Alors donc, il y a la question des coûts, la question des rankings, absolument paradoxale. Les parents à travers le monde lisent les rankings de Shanghai, les rankings du Times Higher Education, de QS Systems, etc. Or, les rankings mesurent avant tout l'intensité de la recherche chez des universités intensives de recherche. Mais c'est pour envoyer leurs étudiants à des études de premier cycle.
Alors, cherchez-moi où est le lien entre l'intensité de recherche et les études de premier cycle. En théorie, oui. Si c'est de la bonne recherche, il devrait y avoir des bons enseignements au premier cycle. Mais comme on le sait bien, les universités de recherche comme la mienne ont diverti une partie de l'argent qui devrait être consacré aux étudiants de premier cycle vers la recherche, ce qui fait que les étudiants de premier cycle, dans le fond, sont moins bien traités dans les universités intensives de recherche. Et si vous regardez les taux de satisfaction étudiante au Canada, vous allez voir que moins une université fait de recherche, plus les étudiants de premier cycle sont heureux et satisfaits. Cherchez l'erreur. OK. La sécurité, très, très, très important, parce que souvent, pour la mobilité, les parents cherchent leurs jeunes, ils veulent un environnement sécuritaire. Alors, les États-Unis, souvent, sont considérés comme non sécuritaires et pour cause, de plus en plus. Les zones de sécurité, je peux vous dire que Ottawa, qui est une ville plutôt tranquille, comment dire, Montréal, ça doit être Sodome, et puis Toronto, Gomorrah. Mais Ottawa, ça fait partie vraiment de notre branding. Venez, c'est une ville sécuritaire. Et le modèle, c'est que les étudiants en Amérique du Nord, sauf au Québec, les étudiants de première année restent sur le campus, vivent sur le campus, mangent sur le campus et apprennent finalement à habiter sur le campus. Donc, nos campus doivent être très sécuritaires. Il y a la qualité des formations aussi. Un mot là-dessus, on a compris au Canada que le marché des étudiants internationaux, c'est extrêmement volatile. Ça peut changer d'une année à l'autre. L'Australie l'a expérimenté il y a quelques années. Il y a eu une rumeur chez les Chinois que l'Australie ne donnait pas un produit de qualité. Il y a eu quelques meurtres d'étudiants chinois en Australie et soudainement, ça a baissé de 20 les étudiants chinois en Australie. Et lorsque, comme nous, vous devez compter sur les étudiants étrangers pour financer votre université, je peux vous dire qu'on n'a pas un jeu pour perdre 20 du jour au lendemain. C'est à peu près le marché, dans le marché des services, l'enseignement supérieur, le marché le plus volatile, c'est-à-dire le plus fragile. Ça peut changer du jour au lendemain. C'est une question d'image qu'on ne contrôle pas tout le temps. Risque de surdépendance au marché. Moi, à mon université, là, ça fait 3 ans que je suis président, on avait 16-17 d'étudiants étrangers. Ce sont les statistiques que je vais vous montrer. On va passer à 20 cette année. Plusieurs universités canadiennes sont à 25 et plus d'étudiants étrangers. Je vous laisse mesurer la zone de risque que ça représente, étant donné la volatilité des marchés. Et très certainement, je pense que chaque université canadienne doit se prémunir à l'encontre de ces risques. Si vous demandez en 2018, selon les chiffres du fédéral, vous voyez 572 000 étudiants étrangers. Ce qui est intéressant, c'est que Inde, et si vous combinez Pakistan en plus, le phénomène en émergence, ce n'est pas la Chine. La Chine est en régression, ou en tout cas est sur un plateau, normalement devrait être en régression. Alors vous voyez que l'Inde l'emporte. Et vous voyez les autres pays. Si vous vous demandez la France, c'est à peine 22 000 étudiants français qui viennent au Canada. D'ailleurs, l'ambassadrice de France à Ottawa me dit toujours, « Monsieur Frémont, ça n'a aucun sens. Il faut qu'il y ait des étudiants canadiens aussi qui aillent en France. » Mais donc, on voit un peu la répartition de la tarte. Si vous voulez d'ailleurs avoir ces diapos-là, elles peuvent être distribuées. L'autre jour, j'étais à une conférence qui indiquait qu'est-ce qui se passe en Asie actuellement. Est-ce que le phénomène asiatique est terminé? De façon générale, pas par rapport aux universités, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une composante démographique internationale dont on doit tenir compte dans nos stratégies institutionnelles. Pour vous donner un exemple, en Asie, les villes les plus importantes en 2015, vous les avez. En gros, ça au Japon, et c'est beaucoup en bleu la Chine, n'est-ce pas, les villes chinoises, avec certaines villes indiennes et pakistanaises. Alors ça, c'est en 2015. Maintenant, voulez-vous voir ce qu'en 2050, ça va avoir l'air? OK, donc, diminution démographique, en tout cas au niveau des grandes villes, de l'importance de la Chine. Le Japon demeure, mais c'est la montée
en charge, en puissance, des villes indiennes et des villes pakistanaises. Alors, si vous vous demandez où va être l'action dans les prochaines années, au plan démographique, ça va se passer en Inde et au Pakistan. Et un peu aussi dans les Philippines. Donc, pour nous, c'est certainement matière à réflexion dans l'élaboration de nos stratégies. Maintenant, si vous voulez voir, je pense que c'était 2017, la répartition des étudiants étrangers au Canada, c'est très intéressant. Ce n'est pas ce que c'est des fois notre compréhension. C'est-à-dire que le gros acteur, c'est l'Ontario, vous voyez, et la Colombie-Britannique à moindre impact. Le Québec est un acteur léger au Canada, toute proportion gardée. OK? Alors donc, ça fait ça aussi réfléchir. Mais j'ai constaté qu'il y a 5 étudiants étrangers au Nunavut. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour se rendre là, mais... Alors, donc, ça vous donne une idée de la répartition des étudiants. Mais donc, c'est un phénomène dans toutes les provinces canadiennes, vraiment. Mais la partie se joue beaucoup en Ontario et en Colombie-Britannique. Juste soit dit en passant, un des défis que nous avons comme directeur d'établissement, comme président, c'est ce que j'appellerais la mobilité sortante. Donc, quel est le pourcentage des étudiants qui voyagent pendant leur cours, qui font une partie de leur cours à l'étranger? On parle d'à peine 11% au Canada. Si on compare à la France, à l'Europe, on est très en retard. J'ai été très sensible à ce qui s'est dit hier dans ces lieux. Les entreprises veulent avoir des citoyens du monde. Et pour eux, l'étudiant qui a une expérience internationale, c'est un plus-plus. Et je vais revenir là-dessus de façon très concrète tout à l'heure sur ce que l'on fait pour augmenter cette expérience. Alors, on parle de l'impact économique des étudiants étrangers pour l'économie canadienne. Alors, si vous voyez en 2008, on parle de 6 milliards de dollars annuellement. Et regardez, en 2016, on est à 15 milliards. Donc, le gouvernement fédéral a découvert que véritablement, tout comme les universités, mais c'est, comment dire, les étudiants étrangers sont un vecteur très important du positionnement industriel du Canada et du positionnement économique du Canada. Et je pense que c'est à noter. Maintenant, pour nos universités, les étudiants étrangers, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas compliqué en termes de financement. Et ici, vous voyez le financement, la partie, finalement, de ça, c'est de financement par nos étudiants et la partie de financement par les étudiants internationaux. Et si vous regardez à peu près ici, en 2015-2016, maintenant, la part d'accroissement par les étudiants internationaux est beaucoup plus importante que le financement par les étudiants domestiques. Je vais vous donner des statistiques dans quelques minutes sur ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. Donc, les étudiants internationaux, c'est une question de vie ou de mort pour les universités, surtout que les droits de scolarité dans toutes les provinces canadiennes sont régis par les autorités provinciales. La majorité ont gelé les droits de scolarité ou même en Ontario les ont diminués pour les étudiants locaux. Donc, la seule chose qui n'est pas réglementée, ce sont les étudiants internationaux, en tout cas en Ontario. Le Québec, que vous connaissez bien, est un cas à part. On va revenir tout à l'heure, ils sont sur une autre planète, complètement. C'est le modèle beaucoup plus, un modèle beaucoup plus régi des droits de scolarité très, très bas, et on va en parler tout à l'heure. D'où le contexte, il y a une nouvelle stratégie canadienne, donc fédérale, qui a été lancée le 23 août, c'est la semaine dernière, à Ottawa. Un des éléments qui est très réel au Canada, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Vous n'avez aucune idée de la pénurie de main-d'œuvre, c'est hallucinant. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a une compagnie qui s'appelle Shopify, que vous ne connaissez probablement pas, qui sont les seuls concurrents directs de Amazon. OK? C'est une philosophie, c'est l'anti-Amazon. Shopify, ils font des sites web pour les compagnies
Ils font comme Amazon, ils consolident le tout, mais on laisse toujours à la compagnie, à la société, d'être sur le devant. Vous ne savez pas que vous faites affaire avec une immense boîte derrière. Si vous achetez des actions de Shopify, ça passe à travers le plafond. Je pense que ça a monté de 150 % cette année. Et Shopify, leur siège est à Ottawa, leur compagnie de la recherche est surtout à Ottawa. Ils ont besoin de 75 ingénieurs ou diplômés par semaine. Alors, ils sont à genoux, ils disent, mais produisez-en, vous sortez 200 des gens en génie informatique, 200, donnez-nous-en 2000, on va les embaucher. Et toutes les sociétés y sont, et ça, c'est uniquement dans le domaine des technologies de l'information. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour le Canada, les étudiants étrangers, c'est aussi une occasion de retenir au terme de leurs études des étudiants extrêmement bien formés, concurrentiels et qui vont devenir résidents permanents et éventuellement, on le souhaite, citoyens canadiens. Donc, il y a un aspect très stratégique là, actuellement d'attirer les cerveaux du monde entier. Donc, pénurie aggravée de main-d'œuvre et on a besoin, les universités canadiennes, on dépend de cette source de financement. Les montants investis sont assez modestes, on va le voir à la prochaine diapo. Et vous voyez les objectifs de cette stratégie. C'est un peu je dirais, en bon français, de secouer le cocotier. Au Québec, on dit de secouer le pommier. Il faut réveiller les gens, il faut que les Canadiens sortent, il faut que les universités canadiennes soient plus agressives dans le marché international et aient une meilleure présence. C'est le but de cette politique, encore une fois, fédérale, qui s'ajoute aux politiques provinciales. Alors, des montants modestes, surtout pour des Européens que vous êtes, c'est 148 millions de dollars sur 5 ans. Il va y avoir un projet pilote pour la mobilité sortante, donc on parle à peine de 5 à 10 000 dollars par étudiant pour 11 000 étudiants. Et on veut que ces étudiants aillent ailleurs que dans les destinations traditionnelles. Et vous faites partie des destinations traditionnelles, mes chers amis. Donc, on veut que nos étudiants se décrassent un peu et aient surtout en Asie et en Amérique latine. Donc, c'est véritablement des ambassadeurs qui vont développer d'autres marchés. Stratégie de marketing numérique. Par contre, pour ce qui est, outre la mobilité étudiante, il y a une série de nouveaux pays qui sont jugés prioritaires. Donc, ceux qui démographiquement sont prometteurs pour la mobilité étudiante. Mexique, Colombie, Brésil, Vietnam, Philippines, Indonésie, Thaïlande, Maroc, Turquie. Ah, la France y est. Et l'Ukraine. OK? Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pays, il faut enlever, je pense, la France carrément, des pays où il y a l'émergence d'une classe moyenne. Quand il y a l'émergence d'une classe moyenne, l'enseignement supérieur devient une priorité absolue pour les parents. Et on pense que démographiquement, c'est de là où, notamment le Vietnam, va être un pays en forte croissance là, pour la mobilité étudiante internationale. Et modernisation des formalités d'immigration, fast track pour les étudiants qui veulent venir étudier au Canada. On veut que les décisions, parce que là, on est en concurrence avec les États-Unis, l'Angleterre, vous, l'Allemagne. Donc, il faut qu'on sorte nos offres de visa plus rapidement que les autres pays. Et donc, c'est ça aussi dans les cartons. Il y a la question, évidemment, on a parlé beaucoup de mobilité étudiante, etc., la question de la recherche. Là, la recherche, pour plusieurs d'entre nous, pour plusieurs établissements, dont le mien, c'est aussi au cœur de l'international. Je ne veux pas élaborer là-dessus, mais en gros, pour toutes sortes de bonnes raisons, le gouvernement fédéral a réinvesti il y a 2 ans dans la recherche. C'est beaucoup le gouvernement fédéral qui est le moteur de la recherche au Canada. Et désormais, il y a même des programmes destinés uniquement à du réseautage international et des initiatives internationales pour les universités canadiennes. Maintenant, comment ça se traduit tout ça pour une université comme la mienne? Alors, juste pour vous la présenter, Université axée sur la recherche, membre du 15, on aime croire qu'on est la plus grande université bilingue au monde. Être bilingue chez nous, quand je parle en français, je ne traduis jamais en anglais. Il n'y a personne qui traduit en anglais. When I speak English, nobody translates into French. Et les réunions, les gens utilisent la langue de leur choix.
et il est essentiel que tout le monde autour de la table puisse comprendre absolument, intégralement ce qui s'est passé. Ce que ça veut dire aussi, une université bilingue, et là vous voyez les chiffres, nous avons 668 programmes de premier cycle, 365 au cycle supérieur. La répartition des étudiants, vous la voyez. Les origines, vous voyez, en 2018, nous étions 17 d'étudiants étrangers et la langue, 30-70 %. Alors, on a un peu moins de programmes, effectivement, en français, mais tous nos programmes de premier cycle, sauf en sciences et en génie, tous nos programmes sont accessibles dans l'une ou l'autre langue ou les deux langues. Ce qui est intéressant, c'est que dans nos modes de financement, à peu près, les droits de scolarité des étudiants canadiens génèrent 27 % de mon fonds de fonctionnement. Pour les étudiants étrangers, 17 % du fonds de fonctionnement. Maintenant, les subventions que nous recevons de l'État, 28 % et pour les contrats de recherche, 20 % et les pourcentages, si vous additionnez, ça ne donne pas 100, la différence, c'est d'autres revenus. Donc, la place des droits de scolarité des étudiants étrangers est extrêmement importante. Comment ça se traduit? Les droits de scolarité varient d'un programme à l'autre et c'est très important parce que c'est peut-être ça qui va arriver en France dans quelques années. Ils sont établis par nous, mais en fonction notamment, quand on s'assoit autour de la table, comment on fait pour tirer les lignes, pour décider ce qu'on va offrir? C'est véritablement le potentiel du marché, mais la concurrence. Et la concurrence n'est pas uniquement internationale, elle est locale, elle est régionale, elle est provinciale et elle est internationale. On tient compte de tout ça. Il y a une autre université à Ottawa qui s'appelle Carleton, qui est une université de premier cycle. Si je veux avoir des gens de la région, il faut que je regarde comment Carleton charge pour ses étudiants. Maintenant, de l'autre côté de la rivière, à Ottawa, ça s'appelle Gatineau, c'est au Québec. Et là, ils sont dans le régime québécois des droits de scolarité, qui sont beaucoup moindres. Alors, je dois en tenir compte aussi. Et la même chose pour le Canada. Je ne peux pas être complètement avoir si Waterloo ou McMaster offre, ça coûte 5 000 $ de moins pour l'étudiant qui est prêt à venir au Canada. Je ne peux pas me permettre, moi, de charger beaucoup plus cher. Et qu'est-ce que ça donne dans les faits? Pour un étudiant international qui vient dans les domaines d'arts et sciences, 36 000 $. 52 000 en génie et en gestion, 44 000. Ce qui est intéressant, je vous ferai remarquer, c'est pas parce que ça coûte plus cher en génie puis en gestion. Le génie, c'est pas tellement wet, mais il y a quand même des aspects de labo là, qui coûtent cher. Gestion, c'est complètement dry. Et là-dessus, pourquoi est-ce que c'est 44 000? Parce que c'est ce que les gens sont prêts à payer. Et non pas ce que ça me coûte. OK? Alors, soyons très clairs à cet égard. Et cependant, l'Université d'Ottawa, parce qu'on a la concurrence du Québec qui est juste à côté de nous, OK? On a été obligé de prendre une décision que les étudiants étrangers qui s'inscrivent à des programmes francophones ne paient pas les droits des étudiants étrangers, mais on a réduit les droits au niveau des étudiants locaux. OK? Donc, ça, c'était une décision importante qui nous coûte plusieurs dizaines de millions de dollars par année. Mais vous avez vu, 30 d'étudiants francophones, il faut qu'on se tienne et on ne peut pas descendre en dessous de ça. C'est une question de vie ou de mort pour, politiquement et pour mes programmes. Et aussi, ce qui est important, donc les droits, ils payent entre 4 000 et 10 000 $ et non pas de 36 à 44 000 $. Vous voyez l'écart considérable. Et quand on a fait ça, je peux vous dire que, notamment du Maghreb, c'est rentré massivement. Et pour vous dire, ce que nous disons à nos étudiants, c'est venez étudier en français et repartez bilingue. Alors ça, c'est un avantage que les universités québécoises ne peuvent pas offrir. Alors, ça vous donne une idée, finalement, vous attirez des étudiants étrangers. Qu'est-ce que ça vaut, un étudiant étranger? Ça vaut probablement ça. Et ça, c'est bien en deçà de ce que les étudiants étrangers paient aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, souvent, ça va être 50, 60, 70 000, 80 000 en dollars US. Ça, c'est en dollars canadiens, là. Il y a un fort discount sur le dollar canadien, comme vous savez. Alors, maintenant, pour les étudiants au doctorat, nous avons fait le choix l'année dernière
de les descendre, les étudiants étrangers au doctorat ont descendu au niveau des droits locaux pour attirer des meilleurs étudiants pour être vraiment concurrentiels au niveau du troisième cycle. Alors, notre budget, alors vous voyez, pour vous donner une idée, en 2019-2020, l'année qui débute lundi prochain, on va avoir 168 millions de revenus des étudiants étrangers. Ça constitue 38 de nos revenus et ça ne compte que pour 17 de nos étudiants. Alors, vous voyez l'importance cruciale des étudiants étrangers pour balancer mon budget. Alors maintenant, quand on vous disait concurrence avec le Québec, vous avez les chiffres du Québec. Alors l'étudiant québécois, lui, par trimestre, paye 1 766 $ multiplié par 2, 3 400 $ par année. OK? Ça, c'est de loin ce qu'il y a de plus bas au Canada, c'est bas, 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 bas. Les universités québécoises sont au-dessus de 80 de leur budget vient directement de subventions gouvernementales. Et c'est uniquement cette année où ils ont changé le régime, ou l'année dernière, pour les étudiants français ou belges, qui paient le tarif des étudiants canadiens, donc un étudiant d'Alberta qui viendrait au Québec, et vous avez les étudiants internationaux. Là, ça a été déréglementé depuis cette année au Québec, et là, ça va par trimestre toujours. Donc, on parle de 18 à 22 000 $ par année, comparé aux 40 000 et plus en Ontario. Alors, vous voyez que le Québec est dans un monde complètement à part, mais vous voyez que les étudiants au Québec, malgré des tarifs très avantageux, il y a à peine 82 000 étudiants étrangers qui étudient au Québec. La question linguistique, et puis si vous voulez qu'on revienne là-dessus, il est pour quelque chose. Je ne sais pas, il reste combien de temps à peu près? En fait, pour tout te dire... J'ai déjà dépassé? Oui, c'était tellement passionnant, je me disais, on n'est pas à 5 minutes. OK. Je demande une période de grâce. On va aller très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à l'Université d'Ottawa devant ce panorama, devant ce contexte? Premièrement, on a fait ce qu'on fait. On fait toujours un comité. Quand on ne sait pas quoi faire, on fait un comité. Alors, on a fait un comité, mais qui a fait émerger un grand consensus au niveau du campus dans toutes les facultés sur l'importance de l'internationalisation. On est en train d'adapter une stratégie internationale à partir des travaux de ce comité. Il y a une stratégie aussi globale là, de planification stratégique qui est en cours, qui émerge ces jours-ci. Et la stratégie internationale va se rattacher à notre stratégie globale institutionnelle. Et en gros, pour nous, l'international doit pénétrer finalement toutes les zones, tous les aspects de notre vie, de notre mission universitaire. Et il faut se mettre des lunettes finalement teintées internationales. Et ça va des services, évidemment, à la mission de formation, à la mission de recherche. Et là, si vous regardez pourquoi internationaliser, qu'est-ce qu'on fait? En gros, là, on va avoir une stratégie très claire d'international avec un plan d'action. Mais il va y avoir de la place pour quelque chose que je chéris particulièrement à l'Université d'Ottawa, ce que j'appelle le chaos. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait les plus belles stratégies du monde, il faut être opportuniste. Il faut se donner une marge de manœuvre, et je dégage cette marge de manœuvre budgétaire. Idéalement, je voudrais avoir jusqu'à 10 %. Actuellement, je suis à 3 % de mon budget de fonctionnement, qui est mis de côté uniquement pour des initiatives institutionnelles prioritaires. Et plus ou moins à la discrétion du président, bien sûr. Il y a quelques comités qui m'appuient là-dedans, mais en gros, il faut une marge de manœuvre parce que s'il y a des occasions qui se présentent, on doit être capable de saisir ces occasions, et surtout à l'international. Donc, la question de l'agilité est véritablement au cœur. Jusqu'à quel point on est capable, comme boîte, s'il y a quelque chose qui se passe, très rapidement de dégager les fonds, d'être capable d'intervenir et de faire une différence. Et ça, là-dessus, on travaille très fort parce qu'on avait une bureaucratie universitaire un peu encroûtée. Alors, dans les autres diapos, si vous allez les voir, ce sont des exemples de priorités et d'actions que nous allons mettre de l'avant ou que nous mettons de l'avant. J'attire votre attention sur, une fois que l'étudiant international a signé,
qui a payé ses droits et qui est arrivé la semaine prochaine. Pour nous, ce n'est pas la fin, c'est le début d'un processus. C'est-à-dire, l'étudiant international peut pas être, on ne peut pas l'intégrer comme tel. Il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut véritablement, si on veut avoir de la rétention, et la rétention est toujours cruciale parce que l'étudiant international qui vient, qui passe une année puis qui retourne chez lui, c'est un étudiant où on perd beaucoup d'argent. Finalement, on a payé cher pour le rentrer dans notre système et le système l'évacue. Et ça, c'est extrêmement mauvais. L'expérience internationale UO globale, ça, c'est assez intéressant. On est très fiers de ça. C'est un programme, tous nos programmes universitaires sont soumis à UO global. L'étudiant qui veut avoir, et quel est le dividende pour l'étudiant, c'est d'avoir une mention à son diplôme de baccalauréat ou de maîtrise ou de doctorat. C'est une mention UO globale. Et cette mention indique aux employeurs que cette personne a été formée et a les habilités nécessaires pour œuvrer à l'international ou à une sensibilité internationale très développée. Comment on fait pour obtenir la mention? Il faut volontairement participer à 3 séries de cours, les week-ends, etc. Il faut parler 3 langues au moins fonctionnelles. Donc, français, anglais et une 3e langue. Il y a 9 formations aussi, souvent en ligne, mais plusieurs en personne, sur le relativisme culturel à l'international, comment interagir à l'international, etc. Et il doit y avoir au moins une expérience internationale donc un stage à l'étranger, un programme coop à l'étranger, etc. L'étudiant qui remplit toutes les petites boîtes, à ce moment-là, une mention globale. On a fait l'expérience l'année dernière, spontanément, on a 250 étudiants qui se sont inscrits dès la première année. Et là, actuellement, je pense qu'on a eu 1000 demandes pour la 2e année, ça explose. Les étudiants considèrent que c'est vraiment un plus pour leur CV, pour leur carrière, et véritablement, ils sont absolument enthousiastes. Et ça, pour nous, c'est un programme qui est extrêmement important. J'ai eu un donateur l'autre jour qui est arrivé avec 2 millions de dollars. Il dit, « Jacques, où veux-tu qu'on mette ça? » J'ai dit, « Écoute, ça serait pour soutenir la UO Global. » Et je lui ai expliqué ce que c'était. Puis il a dit, « C'est génial, parce que c'est ce qu'on cherche, nous, les grandes sociétés. On veut avoir des étudiants comme ça. » Alors, donc, c'est une des choses qu'on met de l'avant. Vous verrez en recherche nos priorités. Et là, notamment, nous avons plusieurs actions conjointes avec le CNRS. Nous avons un laboratoire conjoint, un des 2 laboratoires conjoints de Max Planck en Amérique du Nord, en photonique. Pour nous, c'est extrêmement important. La Chinese Academy of Science aussi va établir un laboratoire conjoint en biologie des systèmes à l'Université d'Ottawa cette année. Donc, l'entente est signée, etc. Pour nous, ce sont des développements extrêmement importants. Les liens avec la communauté, ça, je pense que je voulais bien attirer votre attention. Il y a beaucoup de choses, mais sur mon campus, j'ai à peu près 40 de mes étudiants qui sont soit des étudiants étrangers, soit des étudiants issus de groupes minoritaires. 40 Et c'est à l'image du Canada. Le Québec, encore une fois, est une catégorie à part. Mais 40 ça veut dire que j'ai un campus extrêmement coloré, diversifié, etc. Et pour nous, il est très important de profiter de cette coexistence des cultures pour que ça se reflète, notamment en salle de cours, que ça se reflète dans nos liens aussi avec les communautés locales. Alors ça, il y a des espaces de dialogue interculturel là, qui sont extrêmement importants sur mon campus. Jacques, je vais être obligée... J'ai fini. Non. Je la voyais venir. Alors, voilà d'autres initiatives que nous avons sur le campus. Donc, je voulais tout simplement vous les mentionner, mais dont un système coopératif et enseignement expérientiel. Système coopératif, il y a un système coopératif international. Ça coûte très cher à gérer, mais c'est absolument génial. Et vous avez un certain nombre de liens, donc que vous pourrez voir à la fin de mon exposé, qui vous renvoie à différents éléments de ma présentation. Madame la Présidente, je me tais.
Merci beaucoup, Jacques. Merci pour cet exposé vraiment passionnant et instructif. Je pense qu'il va y avoir plein de questions. Le temps qu'Anne s'installe, je lui ai dit de prendre son temps. Peut-être une première question qui est en lien avec ton exposé, et on ne va pas remettre le transparent, mais je compléterai. Je donne la question et je l'affiche. Tu l'as là. Est-ce que les droits différenciés conduisent à favoriser les étudiants internationaux versus les locaux pour les raisons financières, puisque tu as beaucoup insisté en disant on est mort, c'est une question de vie ou de mort sur le modèle économique de notre université? C'est une très bonne question que plusieurs membres de la communauté nous posent. La réponse courte, c'est non, absolument pas. La réponse un peu plus longue, on se fait accuser aussi, notamment avec nos étudiants d'Afrique subsaharienne. On nous dit, oui, mais vous prenez n'importe qui pour remplir dans les salles de cours. Et là-dessus, j'étais furieux quand j'ai eu cette question. On a fait des études et les étudiants d'Afrique subsaharienne performent aussi bien, et sinon mieux, que nos étudiants canadiens. Alors, avec ça en main, c'est facile de dire qu'on ne se trompe pas tout à fait. Soit dit en passant, pour le volet francophone, l'Afrique est une absolue priorité. Et si ça vous intéresse, on a développé des stratégies, non pas continentales, non pas régionales, mais par pays. Et c'est la même chose en Afrique, en Asie du Sud-Est. Nos stratégies sont par pays. Nous connaissons assez bien les pays pour avoir des stratégies très différentes. Et juste en complément, dans ton slide où tu expliques, ton diapo où tu expliquais les tarifs, est-ce que j'en ai bien compris? On se demande avec Denis. Tu as tes tarifs, tu parlais, tu sais, les 3 tarifs suivant les thématiques et disciplines. Et puis ensuite, tu as donné des tarifs pour d'autres catégories. Donc, pour une même formation suivante, tu n'as pas les mêmes tarifs pour les étudiants étrangers, suivant des catégories d'étudiants étrangers. C'est bien ça. Les étudiants francophones, ça coûte beaucoup moins cher. Les 4-5 000, voire internes, jusqu'à des 50 000 ou 20 000. C'est bien les droits d'inscription dans cette diapo. Tout à fait. Merci. Anne, on te laisse tout de suite la parole. Je vous emmène maintenant plein Est, là où commence la Sibérie, en tout cas là où commence l'Est de l'Allemagne, à Magdebourg et à Stendal. Mais avant d'arriver là, on va encore, avec notre perspective un petit peu plus globale, voir à quoi ressemble l'internationalisation des universités allemandes. Alors ce grand mot qui commence avec un I, internationalisation, c'est un mot que j'ai interprété d'une façon un petit peu réduite. Merci. À savoir que pour nous, à la Hochschule Markus-Stendal, ça veut dire que c'est un phénomène multiforme. Il faut s'occuper des étudiants étrangers, bien sûr. Il faut s'occuper aussi d'attirer des professeurs étrangers, ce qui n'est pas facile du tout. Et aussi, surtout, d'internationaliser notre administration. Dans un pays ou dans une région où il y a 3% d'étrangers, en tout et pour tout, c'est extrêmement difficile d'ouvrir l'administration au monde, je dirais, de façon très brutale. Et si vous voulez bien, moi, en tant que Française, je suis un petit peu, je dirais, l'accident de parcours. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'ils m'ont élue, parce qu'ils ne sont absolument pas internationaux, et ils ont choisi une Française, peut-être que c'était pour leur donner un coup de pouce. En tout cas, je fais ce que je peux depuis 5 ans maintenant, mais ça reste, je dirais, un travail de Sisyphe. Voilà. Pour commencer, je vous ai apporté le Spiegel du 15 août dernier, donc tout frais, sorti des presses. Et ce Spiegel, il mentionne donc que pour la première fois, il y a plus d'étudiants étrangers en Allemagne qu'en France. En sachant qu'en Allemagne, il y a à peu près 2,9 millions d'étudiants. En France, la ministre me l'a appris hier, il y en a à peu près 6 millions. Donc ça veut dire que là, l'Allemagne a dépassé la France en ce qui concerne le nombre d'étudiants étrangers. C'est maintenant le premier pays qui vient en tête de la liste des pays non anglophones pour le hit parade des étudiants étrangers. Et c'est un cocorico, je voulais dire, un peu déplacé à ce moment-là. J'ai le droit de le faire puisque je suis des deux côtés de la barrière. Le Spiegel ne l'a pas inventé, il s'est basé sur une étude faite par 2 organismes très sérieux, le DAAD, que vous connaissez certainement, c'est l'Office allemand d'échange universitaire et le Centre allemand de recherche sur l'enseignement supérieur et la recherche, DZHV, on est
champions des abréviations incompréhensibles. Et ces deux organismes ont fait un rapport, et les résultats tout frais, là, je les dois à la ARK, à la HRK, à Britt, qui est dans la salle et qui me les a donnés un peu en avant-première. Ça montre bien qu'il y a une chose qui se passe en Allemagne, mais je dirais, elle n'atteint pas toutes les régions d'Allemagne, et notamment pas la mienne, là où je suis implantée. Quelles sont les raisons pour lesquelles les étudiants étrangers découvrent l'Allemagne? Bien sûr, il y a une bonne réputation d'université allemande, il y a le fait que les diplômes sont reconnus à l'international, le fait qu'on a des opportunités de carrière avec une haute qualité de formation, très bien, très bien. Il y a aussi le fait qu'on ne paye pas de frais de scolarité. Jacques, de ce côté-là, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis concernant la loi du marché, mais on est là pour discuter. Mais là aussi, il faut voir un peu plus en détail. Là, vous avez la courbe, vous voyez qu'elle est ascendante très nettement, mais cette courbe-là, elle cache des disparités énormes. Voyons déjà les disparités entre les universités et les Fachhochschulen. Qu'est-ce que c'est qu'une Fachhochschule? Les Suisses appellent ça une haute école spécialisée. Les Américains appellent ça University of Applied Sciences. Nous, on s'appelle Hochschule für angewandte Wissenschaften, quelque chose comme ça aussi. On ne peut pas traduire ça par un IUT. C'est une université sans le droit de décerner des doctorats, avec 3 spécificités dont on fait un peu une publicité. On est axé sur la pratique. Donc, on ne va pas offrir une formation, je dirais, en philosophie, par exemple, mais on offre uniquement des formations professionnalisantes de premier et de deuxième cycle. On enseigne dans des groupes très petits. En général, l'anonymat n'est pas de mise, mais on connaît tous nos étudiants par leur nom, et eux me connaissent aussi, qui quelquefois crée des problèmes d'ailleurs aussi. Et la troisième chose, c'est que nos formations sont tournées vers le monde professionnel. On a aussi un devoir de travailler le territoire. Nous sommes implantés dans la province, dans la région, et nous travaillons pour la région, essentiellement. Voilà. Et vous voyez que là, les universités ont un taux de 14% qui ressemble à celui de la France, si je comprends bien, et les Fachhochschulen n'en sont seulement qu'à 11%. À savoir que notre recrutement est encore essentiellement local. On parle toujours de Hotel Mama. Les étudiants aiment bien encore loger chez leur maman parce que c'est bien pratique. Et bien sûr, quand la maman est de l'autre côté du globe, c'est plus difficile. Donc, on a là, en tant que Fachhochschulen, un retard à rattraper sur les universités. On le rattrape tout doucement, mais on a aussi d'autres atouts à jouer. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. D'où viennent ces étudiants maintenant ? Regardez bien cette carte, elle porte un petit peu en germe ce que Jacques nous a expliqué aussi. D'où viennent-ils ces étudiants? Un petit tiers, 30%, vient de l'Asie. Et là, je pense qu'on va avoir ce paradigme dont on nous parlait, à savoir que l'Inde et le Pakistan prennent la place de la Chine. 20% viennent d'Europe de l'Ouest, 20% viennent d'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, 16% viennent d'Afrique, je pense que c'est nettement moins que ce qui se passe en France, Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et très peu viennent d'Afrique subsaharienne et d'Amérique. Donc vous voyez une répartition géographique qui est quand même assez spécifique. Mais là aussi, il ne faut pas penser que c'est un paysage homogène. Il est très hétérogène au contraire. Si on maintenant considère les différents types d'universités, on remarque que sur les 263 sites universitaires qui existent en Allemagne, vous en avez 222 qui grandissent grâce aux étudiants étrangers, et vous en avez 41 qui sont en déclin. Schrumpfen, c'est quelque chose comme être en déclin, ou disons régresser. Donc vous voyez que la population d'étrangers augmente, le nombre d'étrangers dans les universités allemandes augmente, mais que les universités allemandes elles-mêmes ont affaire en partie avec un phénomène de déclin. 41 sur 260, ça fait à peu près 1/6. Et sur ces 41, vous en avez un certain nombre qui a essayé vraiment d'ouvrir ses portes aux étudiants étrangers massivement. Ils ont quelquefois fait des bonds gigantesques avec 40-45% de plus d'étudiants étrangers pendant que la démographie régresse. Et il y a 15% qui n'arrivent pas à attirer les étudiants étrangers. Et mon université, elle est là-dedans.
dans ce petit domaine qui est en régression et en déclin. Je ne suis pas là pour faire du catastrophisme, je suis là simplement pour vous expliquer à quoi ressemble le laboratoire de l'Europe au sens démographique, ce qui pourrait nous attendre aussi dans quelques années. L'étude auquel se réfère le Spiegel ne mentionne pas le nom de ces universités, merci, mais il mentionne simplement les Länder dans lesquels elles se trouvent. La Thuringe, la Saxe, la Saxe-Anhalt. Si vous êtes un petit peu à l'aise en géographie allemande, vous savez que tous ces Länder-là, ils sont à l'est. Donc, au-delà de l'ex-rideau de fer. Hein. Donc, 30 ans après cette révolution douce, cette révolution de velours, 30 ans après le tournant, il y a toujours une énorme disparité entre l'Est et l'Ouest, aussi dans le domaine de l'enseignement tertiaire. Voilà, donc je vous ai présenté globalement le paysage du supérieur en Allemagne, pardon. Et maintenant, on s'attaque un peu à la H2. La H2, c'est le nom de mon université. H2, vous voyez le logo tout en haut, là, parce qu'on a 2 campus, un à Magdebourg et un à Stendal, et parce qu'on ne veut pas forcément mettre notre nom, notre géographie au premier plan, sachant que Magdebourg n'est pas forcément très sexy, comme on dirait en allemand, pas forcément très attirant. On préfère travailler sur la marque Studieren im Grünen, faites vos études au vert, sachant que chaque étudiant a 37 mètres carrés de pelouse pour lui. C'est pas une blague. Et comme nos étudiants maintenant sont en perte de vitesse, ils en ont même peut-être 40 ou 42 mètres carrés. Sans blague maintenant. Voilà, nous sommes ici, au cœur de l'Allemagne. Voilà, c'est le nombril. Magdebourg, Stendal. Autour de Stendal, vous avez la Altmark. La Altmark, c'est la région la moins peuplée de toute l'Europe. Il y a des loups qui reviennent, il y a des villages entiers qui sont déserts, et même des petites villes qui se désertifient. Donc, ça, c'est notre séquence pub. Vous la voyez, elle est en anglais. Venez nous voir. Pourquoi venir nous voir? Nous sommes au cœur de l'Allemagne, nous sommes la capitale de la Saxe-Anhalt. Quand je suis en voyage en Chine, je m'amuse doucement parce que la Saxe-Anhalt, elle a 2,3 millions d'habitants, en rassemblant tout le monde. Et c'est en gros une toute petite université chinoise, quoi. Magdebourg elle-même, en ayant aggloméré les communes environnantes, arrive à 250 000. Okay. Stendal, sans H, une superbe cité de la Hanse, avec ses 40 000 habitants, en ramassant tout ce qui se trouve. Voilà. Encore la séquence pub, ce sont des vraies photos, j'ai rien à maquiller, donc c'est tout ce qu'on présente à nos étudiants, l'Elbe avec la plage à côté, des festivals un petit peu fous, la cathédrale de Magdebourg que je vous recommande, elle est vraiment splendide. Bref, ça c'est donc le côté, je dirais, la façade, elle existe bien sûr. À Stendal, même chose, c'est une ville qui est agréable, qui vit, qui respire la culture étudiante. Certes, nous avons également aussi des cursus que nous proposons, accessoirement, dans une université fondée en 91, donc après la chute du mur, avec 5600 étudiants, 2 tiers à Magdebourg, 1 tiers à Stendal, 5 facultés, très larges, on fait un peu de tout, sauf la théologie du droit et de l'informatique, mais à peu près tout, le reste. 40 bachelors et masters, 3 programmes en alternance qui marchaient bien, et 8 programmes de formation professionnelle qu'il faut payer, par contre. Voilà notre campus, quelques aspects. C'était auparavant des casernes militaires, d'ailleurs, de la Wehrmacht et puis de l'université, enfin de l'armée soviétique. Mais ça sert, je pense, maintenant très bien à d'autres objectifs. Voilà un aperçu de nos programmes en bachelor. Vous voyez que ça va des sciences de l'enfance à la psychologie de la réhabilitation, au traitement de l'eau, design industriel, journalisme, travail social. Bon. On apporte ce dont la région a besoin et on est extrêmement large concernant notre offre de cursus. En master, c'est la même chose, avec bien sûr un nombre un peu plus restreint de formations, mais là également, vous avez entre les sciences sociales et les sciences de l'ingénieur à peu près de quoi satisfaire tous les désirs. Donc ça, c'est
la séquence pub, un dernier aspect de la séquence pub, ça concerne les coûts de la vie. C'est fascinant. Alors, si vous habitez à Magdebourg et à Stendal, vous payez en gros 120 $. Ah non, excuse-moi, ça, je me suis trompée. Ah non, non, c'est exact. Donc, c'est 120 $ canadiens ou américains, peu importe. Vous avez le droit, avec ce semester fee, de voyager gratuitement dans le tram et le bus. Vous payez en gros pour un appartement que vous allez louer en colocation avec du stuc et des grandes fenêtres, 280 $. Et la vie n'étant pas chère du tout, vous pouvez vous offrir des sorties en bar et en discothèque pour 170 $. Donc voilà, j'ajoute tout et je peux me permettre donc avec des moyens modestes d'avoir une vie convenable dans ce petit coin boisé de l'Allemagne, sachant qu'à Londres, Amsterdam, Cologne et Munich, qui ont bien sûr une réputation autre, il faudra un portefeuille un peu plus fourni, garni. Voilà. Donc ça, c'est ce dont on parle quand on va à la recherche des étudiants étrangers. Ce sont des choses aussi auxquelles ils sont sensibles, et c'est la vérité. Je n'ai rien maquillé, je n'ai rien bricolé. Par contre, ce que je dois vous avouer, ce sont ces chiffres-là. Ce chiffre-là, il désigne l'évolution du nombre d'étudiants à l'université Magdebourg-Stendal en 5 ans. 6 600, 5 600. Dans le même temps, l'évolution du nombre d'étrangers. Il est resté stable, mais puisque la masse globale est devenue plus petite, il a légèrement augmenté. Je n'en suis pas très fière. Mais je vous explique pourquoi c'est difficile, ce travail que je fais au quotidien avec mes collègues. Alors bien sûr, à quoi c'est dû ça? C'est pas dû au fait que nos programmes sont médiocres. C'est dû à l'environnement. Et l'environnement, je le résume à 3 faits. C'est une de mes profs qui a publié un livre qui, je crois, résume très bien le problème. Abwanderung, c'est ce que tu appelais la migration extérieure. Donc, c'est les gens qui quittent la région. Hein. Ça concerne principalement les jeunes femmes, les jeunes filles. Après le bac, elles s'en vont. Parce qu'elles savent qu'ailleurs, il y a des entreprises qui sont plus performantes, il y a plus de dynamisme. Et elles n'ont pas envie de rester dans cette région qui, tout doucement, se meurt. Geburtenrückgang, ça c'est le traumatisme démographique qu'on a eu. Après la chute du mur, en 1990, 91, 92, vous aviez un taux de natalité de 0,47% par femme. 0,47% par femme, moins que pendant la guerre. Et ces gens-là, ils nous manquent. Ils auraient 30 ans aujourd'hui et ils nous manquent. On ne pourra jamais les remplacer. Ça veut dire donc que ce traumatisme qui a eu lieu dans la société, qui s'est passé finalement sans violence, il n'y a pas eu de mort, etc., ça a laissé quand même des traces très profondes dans la société. Et ces traces-là, jusqu'à maintenant, il faut vivre avec. Donc, il nous manque une génération, celle qui aurait pu remplir les rangs de mon université. Et en plus, on a un développement régional Entwicklung, qui n'est pas facile. Imaginez 3% d'étrangers. En 2015, je suis sortie, j'ai surfé sur la vague qu'Angela nous avait offerte. Je me suis dit, fantastique, on va ouvrir notre université aux étudiants et on va faire aux réfugiés et proposer vraiment un programme très progressiste, très pragmatique pour attirer le plus grand nombre de réfugiés chez nous. Donc on l'a fait, on a obtenu de la monnaie, on a obtenu des subventions, on a créé des cours, on a fait du suivi, on a fait vraiment on a déroulé le tapis rouge pour ces réfugiés, syriens principalement, avec un haut niveau de formation. Ils sont venus chez nous, ils ont suivi les cours, ils ont été très motivés, ils ont été donc accompagnés par l'université Magdebourg-Stendal. Et puis après, quand ils ont vu l'environnement dans lequel ils étaient censés faire leurs études, donc ces 3% d'étrangers qui sont trop peu pour ouvrir la société à ce monde, et quand ils ont vu le racisme ambiant, ou disons les difficultés à côtoyer l'étranger, ils sont partis. Ils sont partis à Hambourg, ils sont partis à Hanovre, ils sont partis à Berlin, ils sont partis à Munich, à Cologne, là où ils ont retrouvé des gens de leur communauté. Donc c'est difficile pour une université toute seule, ou même quelques universités ensemble, de changer le cours de la société, et tout d'un coup de
comment tu disais, la rétention, hein, de les fidéliser, de les garder. C'était très difficile pour nous après qu'on leur a ouvert les portes de l'université. Alors, on a aussi le problème que les autres Länder ne dorment pas en Allemagne. Ils ont augmenté le nombre de places offertes aux étudiants. Le Bund a mis en place un programme qui s'appelle le Hochschulpaktmittel et qui a permis d'augmenter le nombre de places offertes en université. Il n'y a plus du tout de frais de scolarité nulle part. Donc là, on ne peut pas non plus dire qu'on est concurrentiel par rapport à d'autres. Et on fait face à une concurrence qui est de plus en plus forte et de plus en plus préoccupante. Une étude a montré qu'actuellement, à l'est de l'Allemagne, on a retrouvé le niveau de population de 1905. Hein, donc, on est en train de perdre de la population. Et il y a ce slogan qu'on dit de temps en temps, wir sind immer weniger, wir werden immer älter. Nous sommes de moins en moins nombreux et de plus en plus vieux. Alors, le corollaire de ce genre de développement, c'est ça. Ça, on le montre moins, mais c'est ce qui existe aussi. Et puis, ce qui est encore plus préoccupant, c'est ça. Regardez le nombre d'étrangers dans la population totale. Donc là, c'est moins de 5%, hein, tout ce qui est rouge. Et là, vous avez le vote pour l'AfD aux élections européennes. L'AfD, c'est le parti d'extrême droite. Hein, plus c'est bleu, et plus c'est fort. 25% dans ma ville. Que faire avec tout ça? Avec ce climat pas forcément très porteur? Je vous donne deux exemples des dernières semaines. On a offert un poste de secrétaire pour les affaires de scolarité à Stendal. Et on a une stratégie d'internationalisation qui dit, bien sûr, que l'anglais est obligatoire pour tous, en tout cas que c'est une langue que nous souhaiterions parler dans l'université. Et on n'a pas fait vraiment attention, la chancelière et moi, et on a embauché quelqu'un à Stendal qui ne parle pas l'anglais. Et la réflexion qui nous a été faite, une fois qu'on avait demandé, c'était « Mais on n'a pas d'étudiants internationaux, pourquoi voulez-vous qu'elle parle anglais ?» Alors, c'est extrêmement difficile de diffuser la culture jusqu'à la dernière membrane, jusqu'à la dernière cellule du corps universitaire. Deuxième chose préoccupante, j'ai nommé au début de la semaine un nouveau prof de sciences de l'ingénieur. Pour la première fois de ma vie, j'ai découvert qu'on pouvait faire une carrière uniquement à Magdebourg. Donc il est né à Magdebourg, il est allé à la crèche à Magdebourg, il est allé à l'école primaire à Magdebourg, il est allé à l'école secondaire à Magdebourg, il a fait son bac à Magdebourg, il est allé à l'Otto von Guericke Université, où il a fait là sa thèse, et après il est allé à Fraunhofer, à Magdebourg, et maintenant il est chez nous prof à Magdebourg. Et les gens de son département qui l'ont choisi m'ont dit « Mais on n'avait personne d'autre pour le poste. » Alors, comment faire face à tout ça? En 2011, quand je suis arrivée à la vice-présidente, je m'étais rendu compte qu'il y avait un problème de ce côté-là, et donc on a décidé de faire un audit proposé par la HRK. L'audit, à l'époque c'était encore gratuit, je crois que maintenant il faut payer. C'est comme ça. C'était quand même très bien parce que ça nous a permis d'avoir un regard extérieur sur notre stratégie et d'avoir des conseils très appropriés. Bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as fait depuis 2011? Franchement, c'est le déclin annoncé. Et, bon, d'accord, mais ça, c'est le genre de choses qui prennent énormément de temps. Quand vous insufflez un nouvel axe, une nouvelle culture, ça demande énormément de temps jusqu'à ce que tout le monde l'ait adopté et tout le monde l'ait internalisé, pourrait-on dire. Donc 2011, c'était nous, à l'époque, et le résultat, c'est ça. OK, un joli cahier, qui quand même de temps en temps est lu, je dois dire. Mais c'est vrai que notre objectif, qui est d'augmenter le nombre d'étudiants étrangers à 10%, il est encore loin d'être atteint. Alors pour l'atteindre, on a regardé bien sûr les régions sur lesquelles on pourrait travailler. Et ces régions correspondent aux régions d'où viennent nos étudiants. Actuellement, on a des étudiants qui sont en échange et qui viennent de pays, vous voyez, quand même très divers. La Russie étant
un pays qui nous offre pas mal d'étudiants, mais la Jordanie et la Chine sont parmi les plus prometteurs. La Jordanie, c'est pas difficile à expliquer. La Hochschule Marburg Stendal est la chef de projet de la German Jordanian University à Amman. Le DAAD nous a confié le projet de mettre en place une Fachhochschule à Amman, en Jordanie, donc au milieu de ce territoire assez bousculé. Et depuis 2004, nous gérons une Fachhochschule dans ce monde arabe. Alors, c'est un projet qui n'influence pas directement ma Hochschule, et une de mes stratégies, c'était de le mettre, de l'associer de plus en plus intimement à ce qu'on fait. Par exemple, on envoie régulièrement une petite délégation de personnel administratif. Le week-end, le dimanche étant un jour travaillé, en Jordanie, c'est bien pratique. On les envoie donc le week-end à Amman, et puis en 3-4 jours, ils découvrent un paysage nouveau. Ce qui est très important pour des gens qui ne sont jamais allés vraiment à l'étranger. Ils sont en milieu un petit peu protégé, la délégation parle anglais, allemand, il y a toujours quelqu'un pour permettre la communication. Et quand ils reviennent, ils ont des yeux un petit peu nouveaux et ils s'aperçoivent que finalement, ce n'est pas grave si on fait des fautes en anglais, parce que les Jordaniens en font aussi. Et que ça pourrait être une bonne idée d'avoir quelques étudiants venant d'autres pays. Donc c'est plutôt un moyen pour parvenir au but, la Jordanie, dans ce cas-là. Mais on a quand même aussi une approche beaucoup plus systématique de notre stratégie d'internationalisation. On a 5 mesures phares que je voudrais vous présenter ici. Désolée, mes graphiques sont en allemand, mais j'espère pouvoir vous les rendre un peu plus accessibles. La première mesure phare que nous avons choisie, c'est de proposer des cursus internationaux. Donc ici, vous avez des cursus en anglais qui, jusqu'à présent, sont un petit peu rares à l'université. En particulier en master, en sciences de l'ingénieur, c'est ce qui nous semble pouvoir attirer le plus d'étrangers possible. La deuxième mesure phare que nous poursuivons, c'est une mesure dans le marketing universitaire, ce que Jacques avait aussi expliqué comme étant un axe de travail pour acquérir des étudiants étrangers. Alors là, il faut particulièrement que nous expliquions le modèle de la Fachhochschule, qui n'est pas connu du tout à l'étranger. Et c'est difficile parce que souvent, quand les parents doivent conseiller leur enfant sur un modèle d'université et qu'ils ne connaissent pas le mot Fachhochschule, ça crée forcément un petit peu des doutes. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que c'est quand même au même niveau de reconnaissance qu'une université pleine? Alors on explique. Et on explique aussi que nos diplômés ont de très très bonnes chances d'avoir de très bons emplois sur le marché du travail. On a même calculé, ça c'est le BMBF, notre ministère qui l'a fait, que les diplômés de la Fachhochschule, en général, avaient plus rapidement un contrat en CDI que des diplômés de l'université, et qu'ils avaient aussi, dans les sciences de l'ingénieur, un taux de salaire, un salaire plus élevé que les diplômés d'université. Ça, c'est des choses qu'il faut dire et qu'il faut expliquer pour diminuer un petit peu les peurs des étudiants étrangers. Une chose qu'on fait aussi, c'est que on travaille sur notre slogan « Studieren im Grünen » et on explique les avantages de cet environnement qui est vraiment très chouette. Les campus sont vraiment très agréables et il faut que les étudiants peut-être aient un peu le goût de l'inconnu ou qu'ils soient prêts à quitter les voies qui les mènent sinon à Heidelberg, à Munich, à tous ces sites bien connus, et qu'ils soient prêts à faire le saut vers l'étranger, vers l'Est, pour avoir vraiment un très bon niveau de suivi. On a fait des statistiques qui disent que 80% de nos étudiants sont satisfaits ou très satisfaits avec leurs études. Et ce que tu disais, Jacques, ça m'allait droit au cœur quand tu disais les investissements dirigés vers la recherche, en général, ils manquent pour la qualité de l'enseignement, et chez nous, c'est vraiment l'inverse. Donc on a des petits groupes, on a des laboratoires qui sont de très bonne qualité, on a un suivi qui est très personnalisé, et ça permet aussi aux étudiants de s'identifier avec leur Hochschule. Seulement, il faut qu'ils viennent chez nous et qu'ils s'y plaisent. Si on ne les attire pas, on n'a pas de chance de les convaincre d'avoir fait le bon choix. Un de nos axes phares aussi, c'est qu'on les accompagne. Tu disais, le suivi est très important. Donc, on essaie de les convaincre de venir. Une fois qu'ils sont chez nous, il faut vraiment qu'on les prenne par la main. J'aurais pu mettre ça ici aussi, mais donc on leur offre des cours d'allemand, on leur offre des cours de civilisation allemande,
On leur offre des cours de Knigge, qui est un petit peu comme le savoir-vivre allemand. On leur offre aussi un système de buddies, donc de tuteurs ou d'accompagnateurs parmi les étudiants, pour qu'ils aient tout de suite une relation personnalisée avec leur nouvelle université. Ça demande beaucoup d'organisation dans les coulisses. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans notre ADN. Hein. Et ce qu'on fait également, c'est qu'on essaye de les faire parler, au sens où on leur offre des testimonials, on essaye par des petites vidéos ou des mises en scène ou des activités interactives de s'identifier à des cursus qui se sont bien passés. Ça, ce sont 4 réfugiés syriens et afghans qui, en 2015, ont commencé chez nous et qui sont encore chez nous et qui servent à leur tour de buddies pour les nouveaux étudiants. Et c'est vraiment du porte-à-porte et du bouche-à-bouche, on pourrait dire quasiment, pour essayer vraiment de leur donner un suivi personnalisé. Ce qu'on fait également, c'est qu'on leur offre un financement alors que les études ne sont pas chères et le niveau de vie est quand même pas très élevé, pour qu'ils puissent venir chez nous et rester sans devoir travailler à la caisse du supermarché ou ailleurs. On leur offre une bourse, ce qu'on appelle un Kombi-Stipendium. Le BMBF, le ministère, nous paye 150 € par mois. Et si on organise 150 € venant de l'industrie, on peut leur offrir 300 € par mois pendant 1 ou 2 ans, afin qu'ils puissent faire leurs études avec plus de concentration. Ça, c'est un programme qu'on a mis en place et qui s'établit tout doucement et dont on fait profiter d'abord les étrangers, mais bien sûr aussi les Allemands. Une chose qu'on fait également, c'est qu'on utilise le partenariat stratégique. Je vous ai parlé de la GJU, elle arrive ici. La GJU, la German Jordan University, qui est notre université partenaire à Amman. Mais on a aussi, au-delà de ça, plusieurs réseaux, plusieurs alliances qu'on utilise pour se servir de leur réseau. Par exemple, la ville de Magdebourg a un jumelage avec le Havre. Et bien sûr, on va se servir des partenariats du Havre pour acquérir des étudiants. La région de Saxe-Anhalt a un partenariat avec la région Centre. Et là aussi, on est en rapport avec les partenaires à l'étranger. Donc on peut, par des réseaux locaux, agir globalement, agir internationalement. Voilà, la dernière chose que j'aurais aimé vous dire également, c'est que je pense, comme l'a dit Jacques, que cette approche que nous avons en tant qu'université très implantée localement, puisque nos programmes sont orientés sur la pratique, les entreprises travaillent pour l'export, les entreprises allemandes sont dépendantes de l'exportation, et nous, on est chargés de former des citoyens du monde. Et ça, les entreprises commencent à le reconnaître tout doucement, mais ça reste une entreprise de publicité qu'il faut faire pour soi-même. Hein. Expliquer aussi pourquoi c'est important de nous allouer des financements qui restent à la hauteur. Voilà mes sources et voilà ma vision surtout de ce que j'espère devenir l'université. Dans 5 ans, disons. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Anne pour cet exposé. On se disait avec Denis qu'on allait t'offrir une tournée. Tu avais gagné avec cet exposé que l'on trouve à la fois extrêmement riche, courageux et bien perçu par rapport à Ottawa. Je vais laisser les paroles aux questions, mais je trouve que par rapport à ce qu'on a entendu hier à partir de Sébastien et du reste, les 2 exemples ont été vraiment bien choisis pour montrer comment la politique, la stratégie d'internationalisation d'une université et donc l'université pris à une, dépendent de la géopolitique et d'une géopolitique soit à l'international, soit même dans un pays et de son histoire.
On l'a vu avec Anne et l'histoire de l'Allemagne et du côté Est, pays de l'Est, enfin le mur, et puis du contexte, et que ces différents critères, hein, Sébastien en avait cité quelques-uns, en particulier géopolitique, contexte, et qu'il n'y a pas une façon de faire sa stratégie internationale, mais que les différentes façons de faire la stratégie internationale dépendent de l'objectif de l'université, de son caractère, et on en voit aussi sur l'impact sur le modèle économique entre une université d'Ottawa qui met en avant sa politique et le fait qu'effectivement ça participe à son modèle économique en parlant de vie ou de mort, et ton université qui finalement, tu n'as peu parlé de finances, à part de dire que finalement on ne faisait pas payer, enfin je caricature à peine, mais que c'était pas basé là-dessus, et pour autant à la fin tu nous as dit on leur offre des bourses, on leur offre etc. Donc la question c'est et avec quoi et comment on a à base le modèle économique par rapport aux subventions d'État, puisqu'on a vu à Ottawa, c'était, je ne sais plus combien tu as dit, mais entre 28% et peut-être une quarantaine qui montait par la recherche, et puis au Québec, 80%. Quid, toi, en Allemagne, sachant qu'il y a eu des politiques qui sont défendues. Donc je trouve que l'illustration de ces deux, c'est vraiment, vraiment bien, et montre aussi quelle volonté de deux présidents qui prennent les choses en main, avec deux universités différentes, et une volonté extrême et un courage extrême pour arriver finalement à un objectif qui est le même, donner une excellente pédagogie, une qualité de la pédagogie, et apporter quelque chose à ces étudiants locaux et internationaux. Et je pense que ça, on peut essayer de poser beaucoup de questions sur, finalement, au cœur, c'est l'étudiant, c'est le modèle, c'est qu'est-ce qu'on veut fournir au monde socio-économique dont on fait partie. Et c'est le dont on fait partie. Je trouve qu'on l'a bien vu dans vos deux universités et de façon très différente par rapport à la géopolitique et au contexte. Donc vraiment, merci pour ces deux présentations très pertinentes. Peut-être pour commencer, on a une question sûre et après je prends les questions parce que j'en ai une deuxième qui vient d'arriver, mais une qui était en attente, que j'affiche là et qui était pour toi, Jacques. Pensez-vous qu'avoir la possibilité de choisir au niveau de l'université le montant des droits d'inscription des étudiants, en particulier étrangers, puisqu'on a vu que c'était pour certains cas, soit indispensable à la définition d'une stratégie de l'université? Très bonne question. Est-ce que j'ai droit à l'appui d'un avocat avant de répondre? Tu veux téléphoner à... Je pense que c'est très utile. C'est-à-dire que ça nous permet les uns les autres de nous distinguer. Il y a vraiment beaucoup de concurrence entre les universités, par exemple, ontariennes, par rapport... et les étudiants ont le choix. Et donc, de fixer les droits... ça peut faire une différence. Je suis un peu sceptique, ultimement, si ça fait une grande différence, mais je pense que c'est essentiel que les universités aient cette liberté. Maintenant, est-ce que c'est indispensable? Je ne sais pas, il faut voir. Tu as beaucoup insisté en disant, de l'autre côté, j'ai le Québec qui est gratuit, de l'autre côté de la rivière, etc. Et je me fixe mes droits au vu de... Et pour vous deux, bien que les différences étaient, le terme concurrence est arrivé énormément. Et on voit bien dans vos présentations, et de façon, je trouve, assez différente, finalement, on l'a dit aussi hier, c'est comment on est dans un monde, si on est réaliste, de concurrence, mais en même temps, il faut qu'on garde nos missions d'université, nos valeurs d'université. Comment combiner ça, et en particulier, comment combiner ça en gardant les vraies valeurs de l'université? J'espère qu'on reviendra sur le premier cycle rapidement, par rapport à ce qui a été dit, avec la réalité du terrain et de la stratégie de l'international, de la globalisation, qui est la concurrence. Tout à fait. Pour nous, comment dire, la partie C1, c'est de les rentrer dans la place. C'est-à-dire, il faut attirer l'étudiant qui a le choix, qui a 3 ou 4 alternatives, et ses parents. Parce que lorsqu'on parle d'études de premier cycle, souvent, c'est le parent a une influence déterminante. Donc, il faut parler aux deux. Il faut parler à un par les médias sociaux, mais à d'autres façons. Mais la véritable partie se joue une fois que l'étudiant est entré. De l'intégrer, de le garder, de le rendre heureux. Et surtout, j'écoutais avec beaucoup de sympathie, c'est une leçon, là. En Allemagne, c'est pas exactement... L'allemand n'est pas tellement parlé à l'extérieur de l'Allemagne. Donc, il faut convaincre les étudiants
de venir pour apprendre une langue qui ne leur sera pas nécessairement extrêmement utile à l'étranger, à l'extérieur de l'Allemagne. Et donc, le fait de réussir à faire ça, parce qu'au moins avec le français, c'est votre sort, c'est le mien, le français est quand même la 3e ou la 4e langue, et avec l'explosion démographique de l'Afrique, va garder sa place comme langue extrêmement pertinente, comme langue internationale. Donc, l'intégration de l'étudiant est extrêmement importante. Oui, 2-3 choses que j'aimerais ajouter. Nous, on a quand même une stratégie de niche. Hein. On ne peut pas, puisqu'on est quand même une petite H2, une petite H2, on essaye de trouver des choses que les autres ont ignorées ou n'ont pas vues. Par exemple, on a découvert qu'il y avait d'excellentes écoles allemandes en Bulgarie, en Égypte, donc Deutsche Schulen, hein, qui préparent le Abitur, qui ont pas mal de jeunes filles et qui sont très fortes en maths. Bon. Alors là, pour moi, c'est... comment dire, c'est gros lot, parce que j'ai des jeunes femmes pour les MINT, donc pour les sciences de l'ingénieur, etc., qui en plus ont un bon niveau de bac. Seulement, il faut que je les, comme disait Jacques, il faut que je les attire, il faut que je les garde, parce qu'une fois qu'elles sont chez nous, peut-être qu'elles vont partir, non, elles vont partir là où il y a vraiment parties, etc. Bon, alors il faut vraiment que je leur fasse une grande fête, une partie à Magdebourg, pour qu'elles comprennent que c'est là que ça vaut le coup de rester. Donc ces écoles allemandes en Bulgarie, en Égypte, bon, je ne veux pas que vous le disiez partout, mais c'est notre stratégie maintenant, c'est que on les fait venir dès la 10e, 11e classe, donc équivalent de première terminale. On les emmène avec leurs profs, on cajole leurs profs, hein, on leur offre plein de giveaways, etc. Et puis on essaie de garder une très bonne relation avec elles. Bon, pour, dès qu'elles auront le bac, leur dire « venez chez nous ». Vous n'avez même pas besoin de faire des cours de langue, vous êtes très bonne en allemand, et chez nous, vous aurez une atmosphère sensationnelle. Bon. On commence ça. Hein. Il faut que je sois patiente, il faut que dans 2-3 ans, on soit prêt à tirer les conclusions, pas avant, sinon on risquerait d'avorter ce truc-là, alors que ça vaut le coup peut-être de continuer. Mais une deuxième chose que je voulais dire, c'est que, bon, moi j'ai un cursus en anglais, j'ai un programme en anglais. D'où devraient venir les autres cursus, sachant que j'ai beaucoup de profs que je recrute à Magdebourg. Je vais expliquer ce cursus fantastique, Magdebourg. Bon, j'ai quelques heureux élus que j'ai pu embaucher grâce au Brexit. Merci Boris. Hein. 2 profs qui sont maintenant anglophones et qui vont venir renforcer notre équipe. Ça, j'espère pouvoir démarrer un cursus. Mais l'anglais, à l'est de l'Allemagne, ils parlent tous le russe. Forcément, enfin disons, c'était la première langue au temps de la DDR. Donc, j'ai dire, ça fait peur l'anglais, même chez les profs qui te disent toujours quand ils veulent être embauchés, oui, pas de problème pour moi. Et après, quand ça commence à devenir sérieux, tout d'un coup, ils ont besoin de faire des cours longue durée à Londres ou à Malte. Hein. C'est pour ça que j'ai un problème pour les étudiants et pour les profs également, sans oublier le personnel administratif qui n'est pas forcément très ouvert à tout ce qui n'est pas allemand. Hein. On me dit, l'allemand, c'est la langue officielle. Oui, mais si vous venez faire des études en anglais, vous n'êtes pas censé parler allemand quand vous venez. Hein. Donc, il faut expliquer. Beaucoup. 80% de mon temps, c'est expliquer pourquoi on fait ça. Oui, bonjour. Pascal Riem, président de l'université Le Havre Normandie. Donc, effectivement, est-ce que l'université Otto von Guericke et le Fraunhofer Institut peut être un atout, un appui sur lequel vous pouvez compter pour développer l'internationalisation? En fait, en gros, c'est concurrence, coopération très locale. Ouais. Alors la Otto von Guericke Universität, elle a quelque chose comme 22 ou 25% d'étudiants étrangers et elle a des cursus entièrement peuplés par des étrangers. Médecine technique, donc sciences techniques médicales, ça sera beaucoup d'Indiens et Pakistanais. Alors c'est pas mon modèle. Je peux pas et je veux pas me développer comme ça. Et d'ailleurs, quand on parle avec des responsables de la Otto von Guericke Universität, ils disent aussi, bon, ok, on a le nombre. Hein, nous, on n'est pas en déclin. On augmente notre nombre d'étudiants, mais en fait, on n'est pas très satisfait avec notre modèle non plus. Hein. Si vous voyez à 150 km vers l'est, vous avez la Hochschule Anhalt, qui est basée à Köthen, Dessau et Bernburg. C'est 3 bleds. Stendal est un bled aussi. Donc, et donc, ces trois petites villes, elles attirent 27% d'étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils ont un collège, donc Landesstudienkolleg, devant ils ont implanté vraiment un centre de formation en allemand. Donc ils font venir des cohortes gigantesques de Chine, d'Inde,
Et c'est comme ça qu'ils maintiennent leurs chiffres. Moi, je ne veux pas non plus de ce modèle-là. Je ne vais pas dénigrer ça parce que ce sont des collègues que je respecte, je comprends leurs problèmes, ils ont une perspective différente, mais ce n'est pas ma stratégie pour l'université. Quand je suis arrivée à la vice-présidence, au contraire, j'ai fermé tous les pipelines qui venaient de Chine. On avait 350 étudiants chinois. Et c'était des structures, je dirais, quasiment mafieuses, avec une qualité déplorable, et j'ai fermé tout ça en un semestre. Bon, bien sûr, maintenant je paye, mais au moins j'ai le sentiment de faire un travail, je dirais, éthiquement irréprochable. Bon. L'université m'en est reconnaissante, parce qu'ils n'étaient pas contents non plus avec ces Chinois, qui venaient là et puis qui n'étaient pas du tout au niveau. Mais maintenant, on veut se développer de façon équilibrée et ça demande un travail, je dirais, d'une extrême patience. Et je suis pas sûre que je sois d'une patience aussi extrême. Nous avons une autre question qui nous est parvenue. Voilà. Donc, toujours pour Magdebourg. Donc, l'université a-t-elle déposé un projet d'université européenne? Non. Donc, la réponse est non. Nous l'avons entendu. Non, j'ai une stratégie pour l'université qui est déjà extrêmement dense. Et on me dit... moi, j'ai dit, j'ai 4 ans, et je veux, au bout de 4 ans, qu'on soit arrivé à 10%. Et ils me disent... Donc il faut vraiment que je modère mes ardeurs et que je ne peux pas laisser l'université 3 km derrière moi, sinon non seulement je ne serais pas réélue, ce qui ne me dérange pas forcément, mais en plus j'aurais peut-être brisé les cœurs, je dirais. Disons, vraiment laissé trop de pots cassés. Et c'est pas en brusquant les gens. Je réalise toujours pas qu'il m'ait élu parce que je trouve que je vais pas bien avec cette université. C'est bizarre. Je suis la seule femme. Je suis la seule étrangère dans la Landesrektoren Conference et je me dis, mais pourquoi tu es là? Et bon, ils m'ont réélu, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui va pas trop mal, mais il ne faut pas non plus que je leur demande la Lune parce qu'ils vont m'envoyer sur Mars. Alors, peut-être de manière complémentaire à cette question, bon, aujourd'hui en France, il y a un thème sur lequel les universités réfléchissent beaucoup, qui est celui de la différenciation, qui est un thème qui est d'ailleurs souvent mal compris. À travers à la fois ton exposé, la question qui vient d'être posée, comment pour une université comme la tienne, mais on pourrait poser la même question à Jacques également, comment arriver à sortir finalement d'un cercle d'universités qui se reconnaissent dans les mêmes difficultés ou dans les mêmes profils, etc., pour arriver à trouver des universités différentes les unes des autres et qui s'enrichissent à l'intérieur d'un réseau qui soit mis en place, qui serait beaucoup plus riche et qui nous permettrait finalement de répondre à la question qui a été posée par Sylvie, d'arriver à la fois à résoudre un certain nombre de difficultés que l'on a, mais en même temps à continuer de porter un certain nombre de valeurs avec l'aide des autres finalement et au contact des autres. Si je connaissais la clé, j'aurais d'autres chiffres à vous présenter. Je pense que ce à quoi tu fais allusion, c'est un subtil processus de définition de son profil. Bon, l'université définit son profil. Ok, ça se fait top-down, ça se fait bottom-up. Ok, 80% de mon temps, c'est la communication. Je cause avec les gens, j'écoute, pour essayer d'abord de diffuser mon message, et puis surtout d'entendre ce qu'ils ont envie de faire. Bon. Et mon job, c'est en fait de reconnaître dans mon corps professoral, comme on dit, donc d'identifier les gens qui sont habités d'une mission, qui brûlent pour ce qu'ils ont envie de faire. Et ces gens-là, j'en ai quelques-uns, et je les chéris comme... c'est vraiment, je les porte comme ça, sur un plateau doré. Je leur ouvre toutes les portes et je leur donne des financements, c'est 5 ou 10% que tu as, là, moi aussi j'ai ma caisse noire. Et donc... Je m'arrange pour que quand ils ont une idée qui me semble bien aller avec le profil, discrètement, sans en parler trop, parce que si après c'est l'idée du boss, ils vont plus le vouloir. Mais en gros, je m'arrange pour qu'ils puissent naviguer et qu'il y ait un courant qui les porte. Concrètement, ça veut dire, on a maintenant un Master Water Engineering avec La Coruña, avec Cuba. Bon, il y a 18 étudiants, mais je veux dire, ils sont sensationnels, ces étudiants-là. Et pour ça, ça vaut le coup. On a maintenant un bachelor qui commence, Mensch-Technik-Interaktion, interaction entre l'humain et la machine, qui commence là, la semaine prochaine. On a 59 candidats. Il a commencé, je suis vraiment épatée. On a fait du marketing à fond. Ça vaut le coup. Donc, je dirais, j'écoute
quelles sont les idées dans le corps professoral? J'espère que ce ne sont pas toujours des idées qui vont disparaître en un jour. J'essaie que ce soit des choses qui soient plus sustainable. Excusez-moi, j'ai mon français qui disparaît au fur et à mesure. Soutenable, ouais. Et durable, merci. Et donc ces idées durables, j'essaye de les diffuser, de les ancrer dans les structures pour qu'elles restent une fois que les profs peut-être ont disparu. Hein, ou que moi j'aurais disparu. Un mot rapidement sur la différenciation. À l'Université d'Ottawa, on est très différents à cause de notre nature bilingue et on s'est rendu compte que ça nous menait nulle part. Comme élément de différenciation, c'est pas ce qu'il y a de plus fort. Et on s'est rendu compte que finalement, ça va être plus fort d'être une université, de s'afficher et d'être, dans les faits, une université véritablement internationale avec la richesse, le pluralisme qui vient de cette caractéristique, et donc le bilinguisme vient en appui. Et véritablement, il y a un consensus très fort sur le campus là-dessus. Maintenant, effectivement, ce que tu dis, Anne, les chers collègues et ceux qui sont très, très actifs et ceux qui le sont moins, je pense que dans l'université de la taille de la mienne, il y a un véritable consensus et c'est impossible pour ceux qui résistent un peu de se lever et puis de publiquement dire qu'ils ne sont pas d'accord. Alors, parce qu'on a ancré ça profondément dans la mission. Et donc, à ce moment-là, ça a fermé le débat. Basta, on passe à un autre appel. La dernière, peut-être, oui. Parce qu'on doit tenir le temps, donc on va finir. Anne, si j'ai bien compris, dans un diapo, vous avez montré que des étudiants européens que vous recevez, il y a beaucoup d'étudiants espagnols. Est-ce que vous avez des programmes ensemble? Oui. D'ailleurs, c'était un peu à mon corps défendant, parce que j'aurais bien voulu avoir ça avec un pays francophone, mais ça n'a pas marché, c'est avec l'Espagne. Justement parce que j'ai des profs qui, pour des raisons d'une autre, ont des liens d'amitié avec Cuba, ont des liens d'amitié avec La Coruña, etc. Bon, alors c'est fantastique. Je soutiens ça aussi. Ce programme de Water Engineering, il se fait avec l'Espagne également. Hein. Et ça, c'est le genre de choses, je dirais que c'est une région stratégique pour nous. Parce qu'on retrouve dans le bachelor, dans le master, des tendances, des affinités avec l'Espagne. Hein. Mais c'est pareil, là, je peux rien décréter. Je peux juste souffler là, pour que le voilier vogue un peu plus. Hein, c'est tout. Ouais. Bienvenue chez nous, si tu as envie. Je vois qu'il y a encore 2-3 questions. Est-ce qu'on déborde sur... Oui, j'ai l'autorisation du président, alors on peut y aller. Il finira par poser la question. Il veut poser une question, donc on en profite. Profitez-en. Merci les animateurs, merci Monsieur le Président, merci tout le monde. Juste donc Laurent Chambaud, École des hautes études en santé publique. Une question pour Monsieur Frémont. J'ai trouvé vraiment très intéressant l'idée de l'UO global. Pour les étudiants, je voulais savoir qu'est-ce que vous faites pour les enseignants, c'est-à-dire notamment pour développer cette appétence, mais c'est vrai aussi pour vous, pour développer cette appétence à l'interculturalité. Est-ce qu'il y a des programmes que vous mettez en place? Est-ce qu'ils sont volontaires? Est-ce qu'ils sont presque obligatoires? Comment vous faites? On est rendu là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des programmes qui sont optionnels là-dessus. On a toute une brochette de formation pour les enseignants, surtout pour ceux qui arrivent. Ce qui est important pour nous, c'est de les attraper rapidement dans la carrière avant qu'ils oublient leurs idéaux et leurs bons principes. Donc, il y a des formations très rapides, très rapidement au début de leur carrière. Maintenant, malheureusement, par la suite, ce sont souvent ceux qui sont intéressés dans ces questions qui s'inscrivent à ces programmes de formation, alors qu'il y a, avec 40 % de nos effectifs étudiants qui viennent de milieux culturels différents, dans les salles de cours, il arrive des incidents régulièrement, jour après jour, où les gens sont confrontés à finalement des différences culturelles et ils ne sont pas nécessairement équipés pour y faire face. Alors, dans les faits, lorsqu'il y a des incidents négatifs, ça se ramasse au Bureau des droits de la personne, ça se ramasse en plainte à l'Ombudsman, etc. Et là, on a tout un méga système pour traiter ces questions. Moi, je suis, et le syndicat des enseignants est d'accord avec moi,
On se rencontre régulièrement pour parler de ces choses et je pense qu'il y a un consensus là-dessus. C'est assez rare, les consensus entre le syndicat chez nous et le patronat, mais il y a un consensus là-dessus pour travailler ensemble. Si vous voyez en général, et là je glisse un peu, mais le dossier de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, c'est un des dossiers numéro 1 sur mon campus au quotidien. Lorsque je fais une tournée des facultés, il y a toujours des questions là-dessus. Il y a des attentes et nous sommes, comme administration, sous très haute surveillance. Donc, on arrive véritablement à changer les mentalités. Par exemple, pour toute nomination de doyen, doyenne, vice-recteur, etc., désormais, les comités qui siègent à la 2e séance, ils ont une formation d'1h30 sur les biais systémiques, les biais culturels et comment éviter, comme comité de sélection, ces biais. Alors, ça, au début, ça a passé un peu, ça coinçait un peu. Maintenant, c'est tout à fait accepté et on va déplacer ça au niveau des comités de sélection des collègues, donc des processus de sélection. Donc, ce que je vous dis, c'est la réponse à votre question. On n'est pas encore là tout à fait, mais on travaille fort et comme campus. Mais les profs évoluent parce que quand 40 % de ta classe vient d'un background autre, tu dois nécessairement développer une sensibilité et nous allons les accompagner. On a déjà certains programmes. Nous allons les accompagner mieux à l'avenir. Il y avait Annick, je crois. Pour l'Allemagne des Espagnols, hein, c'est quand même très lié à la crise de 2008, à l'absence de travail en Espagne et à la recherche de travail qu'on leur offre en Allemagne. Et à ce propos, je voudrais dire que depuis quelques années, l'allemand, qui n'était que très peu étudié en Espagne, est en train de dépasser le français, hein, nettement. Donc il y a quand même là quelque chose qu'il faut souligner et qui peut expliquer ces liens. Bon, avec Cuba, évidemment, c'est historique, mais là, pour l'Espagne, c'est vraiment très lié à ce qui s'est passé depuis 2008 et qui a tendance un peu à s'atténuer, mais qui quand même perdure avec les grandes difficultés à s'insérer dans le monde du travail en Espagne. Donc voilà, ça, je voulais dire ça. Et puis après, j'ai une autre petite question à poser à vous, Anne. C'est quel rapport vous entretenez avec le territoire, avec le land? Êtes-vous soutenu, ne l'êtes-vous pas? Comment ça se passe à ce niveau-là? Comment votre université est perçue par les élus locaux? Enfin, comment ça se passe? Voilà. Merci, c'est une question très, très importante pour nous, effectivement. Merci de me permettre d'en parler. Alors, comme je le disais, les Farouchous ont une mission locale. On est très enracinés localement. Et si vous avez observé le campus à Stendal, il y a là-bas des formations qui rayonnent très fortement. Par exemple, on a psychologie de la réhabilitation, sciences de l'enfance, et formation, par exemple, d'éducatrice ou de directrice de crèche, directeur de crèche, on aimerait bien aussi. Et ces trois formations-là, elles ont des liens très, très forts avec les institutions sur place. Hein. Et d'ailleurs, quand l'université, quand le campus de Stendal a un souhait, quel qu'il soit, équiper nos bâtiments avec des cellules photovoltaïques, ouvrir une classe verte, hein, aménager le campus, tout de suite, la commune, la région est là, l'industrie locale, pas très très forte, mais elle est là quand même aussi, et on sent vraiment que ce petit campus avec 2000 étudiants, par les actions qu'ils mènent au quotidien avec le théâtre, avec l'association sur le bénévolat, etc., ils ont une reconnaissance que le campus à Magdebourg n'a pas. Hein. Nous, on est à l'ombre de la grande université Otto von Guericke. On a des matières, des sciences de l'ingénieur qui ne sont pas forcément très ancrées dans le terroir à Magdebourg, alors qu'à Stendal, pour ces 2000 étudiants, on a une visibilité qui est, pour moi, ahurissante. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu, lors des dernières réformes, toujours la menace, l'épée de Damoclès, qu'on va fermer Stendal parce que 2000 étudiants, ça prend. Et là, tout de suite, la région se mobilise, le maire descend avec ses banderoles, et on se rend compte que vraiment,
Non, mais c'est fabuleux parce que la Altmark, elle a des problèmes avec la démocratie, elle a des problèmes avec le racisme. Et là, je sais que je dirais mon groupuscule à Stendhal, il est actif, quoi. Là, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, il bouge. Hein. Et c'est, je dirais pour moi, au-delà de tout le transfert d'innovation technologique, au-delà de transfert de technique, c'est un transfert de savoir, un transfert de culture que je trouve existentiellement, disons, que je trouve très honorable dans la région de la Altmark, parce que je dirais que ça permet encore un peu de maintenir la démocratie dans ce territoire. Hein. Gilles, est-ce que tu veux poser, ou c'était celle-là, non ou... Comme Denis l'a dit, il y a un sujet qui nous motive beaucoup en ce moment, c'est la question de la différenciation. Et je crois qu'on a eu une belle illustration de ce que pouvait être une différenciation entre deux stratégies d'établissement à l'international avec vos deux témoignages. Mais il y a un autre sujet qui est aussi très, très important, c'est l'autonomie de nos établissements et la place de la stratégie de l'APTA par rapport à la stratégie de l'établissement. Et moi, j'ai été assez surpris de m'apercevoir qu'en fait, quand vous avez présenté les stratégies d'attractivité ou de mobilité internationale, c'était la stratégie du Canada, dans ton cas, Jacques, et puis de l'autre côté, une stratégie qui me semblait être plus une stratégie d'État dans le cas de l'Allemagne, et inversement, beaucoup plus stratégie locale. Et donc, je voudrais avoir votre point de vue par rapport à cette relation avec l'État qu'on a déjà évoqué dans les premières séquences hier, et voilà, par rapport à vos expériences propres, la place de l'État dans les stratégies internationales pour vos établissements. C'est intéressant parce que la stratégie fédérale est la seconde. Il y a 5 ans, ils ont publié une première stratégie. Il ne faut pas donner trop d'importance à cette stratégie. Les moyens investis sont tellement peu conséquents. On parle de 150 millions sur 5 ans. C'est une goutte d'eau. Ça a une valeur davantage symbolique, je pense, pour fouetter les universités canadiennes et pour afficher haut et fort dans les ambassades à travers le monde que nous sommes ouverts et nous allons accueillir les étudiants étrangers. L'aspect stratégique davantage est appuyé par les provinces. Donc, pour ce qui est du gouvernement fédéral, c'est limité. Et par les provinces aussi, notre crainte, nous, c'est que les provinces nous barrent les pieds. C'est que les provinces interviennent au niveau des stratégies internationales en nous empêchant ou en nous demandant de faire des choses. Nous avons besoin de notre pleine autonomie là-dessus. Et de province à l'autre, ça varie énormément. Mais en gros, il y a peu d'attentes, sinon qu'actuellement, moi, dans ma province, l'Ontario, qui est la province la plus importante, ils vont nous demander d'atteindre certains niveaux et de les maintenir. Mais à part ça, ils disent on met pas d'autres exigences. Et nous, notre crainte, c'est on va résister s'il y a d'autres exigences. L'international, c'est un peu notre poumon, hein, c'est notre ouverture sur la santé financière, mais aussi sur un positionnement de notre établissement à l'international. Alors là-dessus, je vais résister, moi, s'il faut qu'ils nous barrent les pieds là-dessus. Bon, ma réponse va être forcément différente. Nous sommes très, très autonomes. Je dirais du côté international, où nous faisons vraiment ce que nous voulons. Mais c'est le nous qui doit décider. Hein. Le nous, c'est donc le Sénat, c'est la présidence, etc. Par contre, l'État va contrôler, je dirais, ce qui rentre et ce qui sort. Donc l'État va nous assurer un financement, l'État fédéral, le Bund, va nous assurer un financement à hauteur de... il va calculer sur 20%... non, il faut que je dise ça en français. Donc, sur les 100% que l'État va nous donner, il va calculer que ça soit correspondant à 20% d'étudiants qui rentrent, 20% d'étudiants qui sortent et 60% d'étudiants qui accomplissent leur scolarité dans un certain temps. Donc, en fait, l'État, il contrôle notre performance, notre attractivité, notre efficacité, mais il ne contrôle pas nos décisions politiques, je dirais, des contenus. Il nous laisse. Par contre, on a on fait absolument ce qu'on veut. Globalement, l'État, il contrôle uniquement nos résultats. Et comment on y parvient, c'est notre problème. Peut-être pour ajouter, de façon indirecte, on risque d'être coincé par l'État. Par exemple, actuellement, l'État va nous faire un suivi et menace de définancement si on n'atteint pas des cibles en termes d'emploi après, pour nos étudiants, après 6 mois, après 2 ans, après 5 ans après leur graduation.
et ils prétendent qu'ils vont être capables de faire ce suivi. Évidemment, lorsqu'on a des étudiants internationaux, et on nous demande d'avoir de l'emploi pertinent à la formation, ce qui nous scie, parce que après là, tu dis, mais quel est, pour un diplômé en philosophie, en histoire, quel est un emploi pertinent? Alors qu'on insiste de plus en plus sur les formations en matière de compétences, c'est une absurdité. Mais là, si on combine ça avec les étudiants internationaux, ça devient encore plus compliqué. Et là, on risque d'être définancé parce qu'on n'a pas les stats, parce que l'État n'est pas capable de faire le suivi, etc. Donc, c'est très délicat. Comme on dit en anglais, le diable est dans les détails. Et là-dessus, on lutte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour préserver justement notre autonomie. Je voudrais juste qu'on remercie vraiment énormément nos deux intervenants. Et j'en profite parce que j'ai le micro, j'ai un point. C'est le premier cycle. Non, mais quand même, je ne peux pas m'en empêcher. C'est sur les remarques sur le premier cycle. On va pas... Mais je pense qu'il y a des points sur lesquels Jacques a parlé, sur l'université de recherche intensive, des problèmes de financement et de cette différenciation. Et peut-être que par rapport aux questions qu'on a posées sur la différenciation, sur comment mélanger des coopérations de petites, grandes universités et de comment aussi orienter notre stratégie internationale, pas seulement qu'en master et tout, parce que l'attractivité aujourd'hui, elle est aussi à partir du premier cycle. Il y a peut-être des choses aujourd'hui qu'on pourrait inventer et combiner et qui permettraient aussi d'avoir une stratégie curseur équilibré entre concurrence, mission de l'université et université de nouveaux genres. Et je pense que pour ça, des réponses premier signe, ranking et financement pourraient être un bon sujet de discussion aussi. Et on vous remercie énormément.